Bonsoir à tous, chères petites abeilles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Agora. Qui nous rejoint tous donc sur le thème de la France-Afrique. Alors un programme assez chargé ce soir. On a beaucoup de choses à voir parce que c'est un vaste sujet. Je vais commencer déjà par saluer les membres de l'équipe qui sont avec nous. Donc Ina pour faire la présentation ensemble. Dans le chat avec nous, donc il y a Verbal Tint et Tia qui sont vos interlocuteurs. Donc n'hésitez pas à leur poser vos questions directement en les mentionnant et eux nous feront remonter les questions pour qu'on puisse les traiter et les poser à notre intervenant au cours donc de cette interview. Et puis bien sûr, on se prévoit un temps à peu près d'une demi-heure à la fin, donc à partir de 21h30 pour que vous puissiez poser vos questions directement. Donc à ce moment-là, vous pourrez lever la main. On vous fera monter en tribune de l'Agora. Et de là, vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre intervenant. J'espère que c'est clair pour vous, qu'on est tous d'accord. Sébastien, vous êtes là ? Je suis avec vous. Eh ben, c'est tout à parfait. fait. Le Vous m'entendez ? correctement. On vous entend parfaitement, Sébastien. Merci beaucoup de nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ina, bonsoir tout le monde. Alors, un grand sujet, mais d'abord, on peut peut-être commencer par vous présenter, Sébastien. Donc, vous êtes ou avez été militant du parti politique Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade. Il s'était lui-même présenté 3 fois à l'élection présidentielle. Et vous-même, vous avez été à plusieurs reprises déjà candidat aux législatives, notamment dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, pour l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Pays avec lesquels vous avez eu de nombreuses relations de par votre activité professionnelle dans le Conseil international. Bien ça ? C'est exact. Ok, jusque-là on est toujours bon. Vous êtes également rédacteur en chef du site afriquedufutur.com, qui est consacré au projet d'infrastructure et d'économie réelle pour industrialiser et faire avancer le continent africain. C'est exact. Bon. Enfin, le site, le nom du site a changé. Hein. Malheureusement, j'ai été piraté, donc j'ai dû refaire un site en entier qui s'appelle sebastienperimoni.com pour ceux que ça intéresse. Eh ben, merci de cette mise à jour, effectivement. Donc, sebastienperimoni.com, donc pour retrouver tout un tas de projets d'infrastructure et d'économie pour industrialiser le continent africain. Et enfin, vous êtes membre du bureau Afrique de l'Institut Schiller, un institut international qui donc lutte pour le dialogue des civilisations en faveur de politiques de développement mutuel. Tout à fait. Bon. Et vous intervenez donc dans des conférences, que ce soit en Afrique, en Russie, en Chine, autour de ces thématiques. Et vous avez écrit un livre en 2020, Voir l'Afrique avec les yeux du futur, qui sert justement à faire évoluer les relations entre la France et l'Afrique. Tout à fait. Eh bien, on est bon. On est bon. Les grands thèmes de ce soir, comme je disais, hein, beaucoup de choses à voir autour de la question donc, de la France-Afrique. Après un rapide passage par la décolonisation et les séquelles du post-colonialisme, on verra l'état actuel des relations franco-africaines, donc les causes à la fois endogènes, c'est-à-dire celles qui impliquent directement la France et l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, et puis enfin les causes exogènes. Dans un dernier temps, la partie qui nous occupe vraiment et qui va occuper le cœur de cette conférence, est l'avenir pour les relations franco-africaines, entre souveraineté française, européenne et africaine. Et là-dessus, on pourra développer longuement sur quelles relations on pourrait souhaiter pour cette interrelation, justement. Oui. Est-ce que ça vous va à tous ? Sébastien, on est bon. Ina, c'est parfait ? C'est parfait, allons-y. Eh ben, feu. Du coup, Sébastien, je vous laisse la parole. Donc, sur quoi on pourrait commencer justement sur cette décolonisation et ces séquelles du post-colonialisme ? Déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que tout le monde va bien parce que là, je pense qu'il faut être si on veut faire la révolution, il va falloir être en forme et bien formé. C'est le but de ces agoras, donc très intéressantes. Et surtout motivé pour renverser la situation et ça dès demain matin parce que je vois pas les raisons d'attendre le 10 septembre. Moi, personnellement, vu la situation internationale, vu ce qui se passe et particulièrement ce qui se passe en Afrique. Donc voilà, là, on m'a demandé ce soir de parler un peu de l'histoire de la France-Afrique, un petit peu de redonner le contexte des bases. Alors, on peut pas rentrer dans tous les sujets,
Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la France-Afrique, dont la première évocation est née en 1945, pour être précis, n'est pas morte. Elle existe toujours. Et c'est un combat actuel qu'il faut mener. C'est pas de l'histoire passée. C'est pas un cours d'histoire que je vais vous faire. Donc, à l'heure où on parle ce soir, là, à l'heure actuelle, en fait, il faut savoir qu'il y a encore 15 pays d'Afrique. Donc, c'est quand même plus de 250 millions, presque 300 millions de personnes, qui sont les soi-disant anciennes colonies françaises, qui sont toujours en fait des colonies, qui sont toujours sous ce que j'appelle une curatelle. C'était le concept, vous voyez, quand une personne n'est pas capable, handicapée ou malade mentale, on la met sous curatelle pour la contrôler, et en particulier contrôler son argent, et c'est-à-dire contrôler économiquement et financièrement par une monnaie. Et le cœur de la France-Afrique, pour moi, et c'est quelque chose qui est très peu débattu. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de présidentielles, vous l'avez mentionné. Moi, j'en ai fait 2 avec Jacques Cheminade. Et il a été le seul à poser la question dans le grand débat, les grands débats qui sont organisés entre tous les candidats, de poser la question du franc CFA. Donc le franc CFA, c'est vraiment le cœur du néocolonialisme et de la France-Afrique aujourd'hui. Et si on regarde d'abord par rapport à aujourd'hui, le résultat de ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est un résultat catastrophique parce que tous les ans, vous savez, enfin presque tous les ans, tous les 2 ans, il y a un rapport qui sort de l'Organisation des Nations Unies, en fait, qui est l'indice de développement humain, c'est-à-dire qui mesure le niveau de vie de tous les pays dans le monde selon 3 critères, le PIB, l'espérance de vie, le niveau d'éducation. Et si on regarde le dernier rapport qui a été publié en 2022, donc il y a 191 pays qui sont étudiés. Et si on regarde particulièrement les pays donc, qui sont toujours aujourd'hui, comme je le disais, sous la tutelle néocoloniale du franc CFA, on voit que tous ces pays, donc les 15 pays, sont classés parmi les pays les plus pauvres de la planète, sont dans le dernier carré en fait, dans les 50 derniers pays les plus pauvres, tous inclus. Donc on a là déjà un premier critère de jugement sur ce qu'est la France-Afrique, c'est-à-dire que le résultat est simplement que ça a créé les pays les plus pauvres de la planète. Et même les pays qui sont considérés souvent dans nos médias comme des réussites économiques, en Afrique, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, sont classés, pour vous donner le chiffre, Côte d'Ivoire c'est 159 sur 191, donc c'est dans les 30 derniers. Et le Sénégal, c'est 170, donc dans les 20 derniers, en termes de pays les plus pauvres. Et si on regarde d'autres pays, on a quand même la chance d'avoir 5 pays qui sont dans les 10 derniers. Je parle des pays les plus pauvres de la planète. Donc le Tchad, qui est 190e sur 191, le Niger, qui est 189e sur 191, la République centrafricaine, 188, donc on a les 3 avant-derniers, et évidemment le Mali et le Burkina Faso qui sont 186e et 184e. Donc on a 5 pays qui sont justement dans la France-Afrique, qui sont classés dans les 10 derniers pays les plus pauvres de la planète. Et pour ceux qui sont un peu mieux... Oui, allez-y. Pardon de vous interrompre, mais du coup, est-ce que c'est une spécificité des anciennes colonies françaises, donc qui étaient globalement l'Afrique de l'Ouest et en tirant légèrement sur l'Afrique centrale, bien sûr, sans parler de la Nord-Afrique, ou est-ce que des pays issus d'anciennes puissances coloniales ont, elles, mieux réussi à tirer leur épingle du jeu? Comme déjà, on en a 5 qui sont dans les 6 derniers. Déjà, on a un record, toutes catégories confondues. Après, en effet, ce soir, on m'a demandé de parler de la France-Afrique, donc je me concentre sur ces pays-là. Mais le problème, évidemment, de l'Afrique dans son ensemble en tant que continent, c'est bien que tous les pays d'Afrique aujourd'hui sont classés justement dans des pays à faible revenu, à faible indice de développement humain, et il y en a très peu qui ont pu sortir justement des griffes néocoloniales, qu'elles soient françaises, portugaises, britanniques, américaines évidemment, mais là j'ai voulu me concentrer sur les pays justement liés à la politique de la France, parce que ça montre bien que justement c'est un échec puisque tous les pays sont classés parmi les plus pauvres du monde. Et ceux qui sont un peu mieux classés, comme le Cameroun ou le Gabon, si vous voulez, sont dans des situations où quand même plus de 50% des gens sont dans l'extrême pauvreté. Et si vous prenez le Cameroun, par exemple, qui
soi-disant, est un pays un peu plus riche. En fait, vous avez simplement une minorité, une élite en fait qui profite sous la présidence de Paul Biya, qui, je vous le rappelle, vient de fêter ses 92 ans quand même, 92 ans, et qui vient d'annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle en octobre 2025, alors qu'il est élu depuis 1982. Donc bon, certains peut-être même d'entre vous n'étaient pas nés. Donc ça fait quand même des années que ça dure et que le bilan, si vous voulez, au niveau de l'indice de développement humain est catastrophique pour la politique de la France en Afrique. Il y a un autre critère aussi qui est fondamental, je pense, qui est à prendre en compte, qui est l'accès à l'énergie. Évidemment, et c'est pareil, si on prend les pays de la zone CFA dans tous les rapports qui sont officiels, des rapports qui sont rendus publics chaque année ou tous les 2-3 ans, on a des pays, par exemple, comme le Tchad, où seulement 12% des gens ont accès à l'électrification. La Centrafrique, c'est 17%, le Niger et le Burkina Faso, c'est 20%. Alors que, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, vous savez qu'au Niger, par exemple, la France a pris l'uranium pour ses centrales nucléaires quasi gratuitement pendant plus de 60 ans. Et aujourd'hui, même pas 20% de gens ont accès à l'électricité dans le pays du Niger. Donc voilà, donc ça c'est un peu disons, pour partir d'aujourd'hui, parce que l'histoire de la France-Afrique, elle ne peut être vue que d'un point de vue de ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aime bien l'expression de Jean Ziegler, qui a écrit un livre. Je vais essayer de vous donner quelques références parce que bon, on peut évidemment faire des conférences très longues et citer beaucoup de choses, mais je pense que ce qui intéresse les gens ici, c'est plutôt de se former par eux-mêmes. Et dans un livre de Jean Ziegler, qui a écrit Main basse sur l'Afrique, il comparait l'Afrique à un camp de concentration à ciel ouvert, en fait, et je lui donne totalement raison. Si on compte justement les millions de morts, là on peut chiffrer en millions de morts inutiles depuis les soi-disant indépendances et la mise en place de systèmes France-Afrique qui a été lié à la mortalité infantile massive, évidemment, les manques d'hôpitaux, le soin, le manque d'énergie. Donc voilà, on a ce bilan-là de la France-Afrique et on doit partir d'aujourd'hui, si vous voulez, si on veut bien comprendre ce qu'il faut faire, parce que si on n'est pas révolté, parce que là aujourd'hui tout le monde se lève contre le génocide à Gaza, contre le génocide ici ou là, mais en fait la France fait un génocide. La France-Afrique est une politique de génocide en fait depuis les années 60, si on se concentre évidemment depuis cette période-là, parce qu'avant j'en parle même pas dans les colonies. Donc ça, c'est le bilan de la France-Afrique. C'est l'esclavage d'abord monétaire, c'est le pillage des matières premières, ça tout le monde le sait. C'est le non-développement des infrastructures et la corruption des élites. Donc c'est une catastrophe humanitaire, sécuritaire, alimentaire. Et voilà ce qu'on peut dire pour commencer, pour dresser le bilan en fait de ce qu'on appelle vulgairement la France-Afrique. Du coup, alors un génocide effectivement qui n'est pas reconnu au titre de la définition actuelle d'un point de vue légal du droit international. Je voudrais revenir rapidement sur cette histoire de franc CFA. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est, dans quel cadre ça a été posé, quelles étaient l'intention initiale du franc CFA, pardon, et pourquoi c'est tant décrié aujourd'hui par les mouvements de souveraineté panafricaine? À juste titre, c'est décrié parce que déjà, par rapport au bilan que j'ai fait un peu rapidement, la situation sur place de tous les pays, les fameux 15 pays. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais vous avez 15 pays, donc 14 pays en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, plus les Comores. Les Comores ont un franc CFA qui est le franc comorien. Donc, il y a 15 pays qui sont concernés par le franc CFA. Donc le franc CFA, il faut savoir que c'est un magnifique cadeau de Noël parce que ça a été créé le 25 décembre 1945. Donc à l'époque, et ça s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est-à-dire c'était une monnaie qui est entrée en circulation dans les colonies françaises après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à l'époque, il y avait les colonies, mais il y avait deux groupes de colonies. Il y avait ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, l'AOF, qui existait depuis le Congrès de Berlin, le fameux et tristement célèbre Congrès de Berlin en 1895, là où les grands dirigeants européens se sont partagés l'Afrique en petits morceaux. Et donc, d'un côté, l'Afrique occidentale française et de l'autre, l'Afrique équatoriale française, donc c'est-à-dire les pays d'Afrique centrale, le Tchad, le Gabon, le Cameroun, etc. Et donc, il y avait deux zones
dans laquelle on a fait circuler des francs CFA. On a créé une monnaie et on a fait circuler des francs CFA différents. C'est-à-dire que dans l'Afrique de l'Ouest, il y avait un franc CFA occidental et dans l'autre, un franc CFA équatorial. Donc, et avec impossibilité de convertir l'un vers l'autre, ce qui permettait évidemment de bloquer les échanges entre ces différentes régions dans le commerce et les échanges commerciaux. Et je pense qu'il y a un livre qui est très important à lire pour ceux qui s'intéressent au sujet. C'est un livre de Joseph Pouemi, qui était un économiste camerounais. Alors c'est pareil, qui a fait les grandes écoles françaises, qui a été travaillé au FMI, et puis en arrivant au FMI, il s'est rendu compte que ce que pouvaient faire les pays du Nord, l'Afrique ne pouvait pas le faire, ils n'avaient pas le droit de se développer. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle « Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique ». Et dans ce livre, il fait une citation qui, je pense, résume un peu tout. Il dit « La France est le seul pays au monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie et rien que sa monnaie dans des pays politiquement libres. » Voilà. Donc ça résume bien ce que c'est que le franc CFA, c'est-à-dire c'est une monnaie créée par un État colonisateur qu'il fait circuler dans ses colonies et contrôlée justement par le Trésor public français. Donc cette monnaie a toujours été contrôlée par le Trésor public français. Et aujourd'hui, ce n'est plus le Trésor public français, c'est la Banque centrale européenne. Donc, si vous voulez, on a juste changé le cadre, mais le système est resté le même. Donc, c'est des institutions qui sont européennes, qui contrôlent justement la monnaie qui circule dans ces 15 pays d'Afrique. Donc, c'est un phénomène unique au monde. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun pays dont la monnaie est contrôlée par un pays étranger. Et comment ça se décline, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'il y a la partie, comme je l'ai dit, ouest et la partie centrafricaine. Donc vous avez deux banques, la BCEAO, pour ceux qui en ont entendu parler, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui contrôle le franc CFA pour les pays qui sont en Afrique de l'Ouest, et la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, pour ceux qui sont en Afrique centrale. Donc voilà, vous avez des institutions qui sont chapeautées par l'Union européenne, par la Banque centrale européenne, qui, je le rappelle en passant, est une banque centrale indépendante, c'est-à-dire qui ne rend pas de compte aux États eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est passé d'un colonialisme des États, qui était la France à l'époque, à un colonialisme des marchés financiers. C'est même plus... Bon, la France joue un rôle, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est la Banque centrale européenne qui est indépendante des États et qui fait sa politique. Donc voilà, ça c'est pour un peu les mécanismes du franc CFA, sa création dans les différentes zones. Et cette monnaie circule toujours aujourd'hui et permet justement à la Banque centrale européenne et la France, puisque la France joue un rôle dans ce mécanisme, où les États d'Afrique, encore aujourd'hui, doivent mettre 50% de leurs réserves, c'est-à-dire toutes leurs recettes finalement, sur ce qu'on appelle des comptes d'opération auprès de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire simplement une confiscation de leur argent. Donc ça, c'est quand même intéressant à voir. Et juste pour petite historique, parce que c'est toujours intéressant de voir d'où ça vient, parce que évidemment, ça a été mis en place en 1945, mais ça date de plus loin, puisque le franc français circulait bien avant en Afrique, et ça a été créé par Napoléon III en 1853, qui a créé la première banque du Sénégal, et donc il avait créé cette banque à l'époque pour dédommager les détenteurs d'esclaves. Vous savez que l'esclavage a été aboli en 1848 en France. Et donc Napoléon III avait créé une banque pour dédommager en fait les propriétaires d'esclaves qui étaient sur place et qui évidemment perdaient beaucoup d'argent malheureusement à cause du fait que l'esclavage a été aboli. Donc c'était une catastrophe, donc il fallait créer une banque pour les aider et pour les dédommager. Et ça c'est ce qui a été à l'origine de la création de la BCEAO et de la BEAC, qui sont ces banques qui existent toujours aujourd'hui et qui contrôlent la monnaie, le crédit, l'épargne, les recettes, les dépenses, les crédits, la dette de 15 pays africains. Donc là, on comprend bien la manière dont vous êtes en train de dépeindre le franc CFA, mais qu'est-ce que vous pourrez répondre à des personnes qui le dépeignent comme quelque chose de stable,
pourtant, là, vous êtes plutôt en train de nous dire que c'est un frein à la souveraineté monétaire, si on comprend bien ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est un frein à la souveraineté monétaire. Je suis en train de dire que ces 15 pays ne sont pas souverains monétairement depuis 1945. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent ni leur monnaie, ni leur dette, ni la capacité de crédit, ni leur voilà. Donc c'est une tutelle financière par une puissance étrangère, ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est ça. Donc à ceux et par rapport au bilan que j'ai fait au début, à ceux qui pensent que ça permet la stabilité des États. Je ne sais plus quoi faire pour eux parce que le bilan est tellement catastrophique, à moins qu'ils défendent d'autres intérêts. Hein, ils ont probablement des intérêts à défendre ce qu'ils disent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue de l'histoire, aujourd'hui, c'est une chose, comme je l'ai dit, unique au monde. Jamais un pays ne laisse sa monnaie être contrôlée par une puissance étrangère. Donc, il n'y a pas de souveraineté en Afrique. Ces 15 pays-là sont aujourd'hui des colonies financières. Et ceux qui défendent ce système aujourd'hui du franc CFA sont des néocolonialistes et sont des gens qui ne sont pas souverainistes ni pour la souveraineté de leur pays, ni pour la souveraineté des autres. Voilà ce qu'on peut leur répondre, hein, parce que à ce niveau-là, c'est clinique, si vous voulez. Pour résumer, on pourrait peut-être dire que la France, au sortir de son colonialisme, a raté un pari qui aurait pu être celui de construire un empire d'alliance à la fois politique et commerciale, au profit de vouloir rester dans une certaine forme de mainmise, et qu'en cela, elle a raté le rendez-vous avec son histoire, comme a pu faire l'Empire britannique avec le Commonwealth. Oui, disons, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. La France n'a pas du tout raté, malheureusement le tournant. Elle a combattu, elle a tué. La France a fait plus de 70 coups d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale depuis les années 60. Et à aucun moment elle n'a voulu, elle n'a même pensé avoir un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique. Donc, elle n'a pas du tout raté du tout quoi que ce soit. Elle a fait une politique france-africaine, une politique de pillage, de destruction, de soumission, et qui a été voulue. Donc, il n'y a pas du tout d'erreur à ce niveau-là. C'est une politique qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Même si on pourra y revenir un peu plus tard, la situation est en train d'évoluer parce que des pays, comme vous l'avez vu, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, on fait des révolutions populaires, on demandait aux Français de partir, travaillent d'ailleurs sur leur souveraineté monétaire et aujourd'hui vont sortir du franc CFA. Donc il y a quelque chose qui se passe depuis maintenant 2021 qui est nouveau et qui est un combat justement contre ce système. Et après, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que la Grande-Bretagne a réussi à sortir de ses colonies. La Grande-Bretagne et Tony Blair, en particulier, si vous voulez, Tony Blair est la personne qui a le plus déstabilisé les pays d'Afrique maintenant depuis une vingtaine d'années, donc avec le MI6 britannique, avec les services secrets anglais. Et donc voilà, donc je ne pense pas qu'il a réussi, c'est juste qu'ils ont une approche différente du pillage des ressources, de la corruption et de la soumission, si vous voulez, du peuple africain à leurs propres intérêts. C'est un peu un modèle différent, mais le résultat est quand même le même. Mais il y a quelque chose qu'on peut... Je parlais ici d'empire diplomatique, et je faisais référence dans le Commonwealth avec les relations britanniques finalement avec d'une part le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Effectivement, je pensais plus à ces colonies extra-africaine que intra-africaine. Quand je parlais de rendez-vous manqué avec l'histoire, à savoir que la France n'a pas su reconstruire des relations apaisées et finalement pas dans l'ingérence. Oui, c'était pas sa politique, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit, c'est pas le choix qu'elle a fait à l'instant. Mais du coup, alors, pardon, mais peut-être pour avancer et arriver sur l'état des relations franco-africaines aujourd'hui, déjà, au-delà de la relation post-colonialiste, aujourd'hui, pourquoi se préoccuper activement, j'entends, et au-delà de la dimension économique, qui me semble évidente, de la condition de ces pays d'Europe de l'Ouest, enfin d'Afrique de l'Ouest, pardon. Pourquoi la France
ouais, certains dans l'audience ou même ailleurs pourraient dire, OK, mais très bien, mais la dette africaine, même les relations avec ces pays d'Afrique de l'Ouest, quel est l'intérêt pour nous? Quel est l'intérêt, poser la question à l'envers, quel est l'intérêt de la France depuis 1960 à assassiner, emprisonner, torturer tous les chefs d'État qui ont justement essayé, si vous voulez, d'avoir une indépendance, une souveraineté monétaire, une souveraineté militaire, une souveraineté au niveau du développement infrastructurel. Je voulais citer, parce que je pense que c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, je disais, on a l'AES, les États du Sahel qui ont fait leur révolution et qui sont dans cette dynamique de devenir souverains à plusieurs niveaux et qui ne sont pas, ils sont anti-français, ils sont anti-France-Afrique, ils ne sont pas anti-français, moi je les connais. Hein. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez, par exemple, il y a un exemple qui est très intéressant et qui est peu connu, c'est que bon, il y a eu les indépendances, vous le savez, dans les années 60. Et à l'époque, donc, on avait le franc CFA, on avait les accords de coopération militaire, parce que ce que je n'ai pas eu le temps de dire, parce que c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais les deux piliers de la France-Afrique, un, c'est les accords de coopération monétaire, donc le franc CFA, dont on a parlé un peu, et deuxième pilier de la France-Afrique, c'est les accords de coopération militaire. Et donc, qui sont des accords qui ont été passés avec les États de nos colonies pour surtout qu'ils ne développent pas leur armée, qu'il n'ait pas une armée de métier, qu'il n'ait pas de formation, qu'il n'ait pas de technologie, etc., et qu'on puisse intervenir quand on veut, si vous voulez, dans la situation. Mais ce qu'on voit actuellement dans les États du Sahel, c'est très intéressant parce que ça a déjà eu lieu, en fait. Et un exemple qui est très intéressant, c'est l'exemple du Mali, puisque au moment de l'indépendance, le Mali est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Modibo Keïta, qui est un génie. Je vous invite à lire, il y a un site sur lequel vous retrouverez tous ses discours, c'est absolument fantastique. Et il va faire 2 discours très importants, justement sur les 2 piliers de la souveraineté d'un pays africain, contre justement le système de la France-Afrique. Et il dit d'abord, le 1er octobre 1960, je vous fais la citation, il crée d'abord une armée nationale. Et il dit, solidement soutenu par le peuple lui-même, c'est le patriote, le soldat attaché à la terre natale, le paysan, gardien vigilant du patrimoine de ses ancêtres. C'est la fervente jeunesse, impatiente de hisser la patrie au rang des grandes nations libres. Ce sont les femmes mobilisées, désireuses d'assurer à leur héritier une vie radieuse sur une terre de liberté qui permettent au Mali de mener dans la confiance la lutte pour sa sécurité et son indépendance totale. Donc ça, c'est la création de l'armée nationale malienne en 1960. Et 2 ans plus tard, Modibo Keïta va créer la première banque nationale de crédit public du Mali et sortir du franc CFA, c'est-à-dire qu'il va créer une monnaie nationale. Et donc, je cite, destiné à nous libérer de toute domination économique et à nous dégager de toute emprise des forces d'argent. Et il dit ceci, dans quelques heures exactement, 1er juillet 1962, la République du Mali disposera de sa monnaie nationale, le franc malien, ayant seul désormais cours légal et pouvoir libératoire illimité sur l'étendue du territoire national. À cet effet, le privilège de l'émission sera exercé par un institut d'émission nationale, la Banque de la République du Mali, qui détiendra l'ensemble des pouvoirs monétaires exercés auparavant par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, dont je parlais précédemment. Mes chers collègues, juste pour terminer la citation, mes chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qu'il en est le complément indispensable, l'attribut essentiel. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont à dire vrai que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Donc vous voyez, ces 2 citations pour dire que déjà dans les années 60, et j'ai d'autres citations où Modibo Keïta dit « Nous, on n'est pas contre la France. On veut juste être souverain, en fait. On veut notre armée, on veut notre monnaie nationale, on va avoir une banque nationale pour financer nos infrastructures, et on va travailler avec la France, on va travailler avec tout le monde. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été renversé par la France. Il a été mis en prison pendant des années, et il est mort en prison quelques années plus tard. Et ça a été constant dans la politique, ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est l'assassinat et les coups d'État qui, à chaque fois que des pays ont voulu être souverains à certains niveaux,
et développer même des bonnes relations dans le cas de Modibo Keïta avec la France, ils ont été tout simplement détruits. Donc Alors, voilà ce qui fait qu'on a un c'est résultat très qui est aujourd'hui intéressant. catastrophique. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, bien sûr, en 1960, pour l'auditoire, c'est aussi à replacer dans un cadre de guerre froide, où les puissances de l'Ouest ont peur simplement de l'Empire soviétique. On a peur que le bolchevisme, allez, pour reprendre la terminologie de l'époque, se répande. Et on voit dans tous ces leaders nationaux, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, la crainte de voir arriver des puissances socialistes, communistes, soviétiques ou autres. Mais justement, là où c'est très intéressant, et finalement, j'établis un parallèle entre ce que vous venez de citer, qui disait dans les mouvements panafricains, dans les mouvements nationalistes africains des années 60 et aujourd'hui, puisque à l'heure où finalement, où le peuple français aujourd'hui veut retrouver sa souveraineté, et du coup tempête contre une puissance étrangère qui impose une monnaie, ici l'Europe, est-ce qu'on peut s'interroger justement sur notre propre subjugation envers autrui? Parce que c'est finalement ça le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi on parle de la relation franco-africaine? C'est parce qu'aujourd'hui, alors que nous-mêmes on se dit subjugués, on continue à subjuguer autrui. Et du coup, de sujet à souverain, est-ce qu'on n'est pas nous aussi tyrans sur une terre qui n'est pas la nôtre? Ah ben oui, oui, on peut le dire comme ça. Puis on peut même aller plus loin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on a fait subir à l'Afrique, en termes de ce franc CFA, de cet esclavage monétaire, on est en train de le subir nous-mêmes. C'est-à-dire que l'euro, ce qu'on appelle l'euro, qui est une monnaie supranationale contrôlée par une banque indépendante, est exactement la même chose que le franc CFA. Donc, si vous voulez, c'est cette dictature des marchés financiers, cette dictature financière, elle a été appliquée par les États vis-à-vis des pays faibles, l'Afrique, et après, aujourd'hui, elle est appliquée même contre les pays forts, où aujourd'hui, vous avez vu, on voit ce qu'on voit aujourd'hui, on doit payer la dette, coûte que coûte, même si la dette, on ne sait pas d'où elle vient, puisqu'on a désindustrialisé notre pays, on n'a rien construit depuis 20 ans, mais on est endetté tous les ans de plus en plus. Donc voilà, donc c'est une arnaque, c'est l'arnaque de la dette. Et autre chose qu'il faut dire, et là je ne suis pas entièrement d'accord, entre guillemets, pour débattre, on va dire, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas du tout la peur de la guerre froide des bolcheviks et des communistes. Ça, c'est une idéologie qui est totalement créée en Occident pour faire peur. Il y a l'ennemi russe, il y a l'ennemi bolchevique, ils vont nous envahir, etc. Comme aujourd'hui, Macron, vous l'avez entendu, les Russes sont à nos portes, il faut faire la guerre, préparez-vous, il faut que les hôpitaux se préparent à accueillir les blessés, etc. Donc ça, c'est une propagande, en fait. C'est une propagande parce que si vous étudiez l'exemple de Modibo Keïta est un des fondateurs des pays non alignés. C'est même lui qui a inventé le terme des pays non alignés, qui étaient tous ces pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui. Ce qu'on appelait le tiers-monde. Ouais, ou ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, bien sûr. Tous ces pays n'étaient pas dans la logique de la guerre froide. Eux, ils n'étaient pas du tout dans ça. Mais c'est juste que l'Occident, il fallait un ennemi, parce que l'Occident pense en termes d'ennemis, en termes de faire peur aux gens pour les contrôler, il y a toujours un ennemi. Alors c'est la Russie, c'est la Chine, c'est le musulman, c'est je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toujours un ennemi qui permet de contrôler les gens. Donc c'est pas aussi simple que dire voilà, les Russes, évidemment, les Russes étaient présents en Afrique, les Chinois un peu moins, mais quand même un peu. Évidemment, il y avait un combat géopolitique, on ne peut pas le nier, mais la plupart des panafricains, au sens réel du terme, les vrais panafricains comme Kwame Nkrumah, Félix Moumié, Sylvanus Olympio, Ruben Nyobe, Modibo Keïta, tous ces gens-là n'étaient pas du tout dans cette logique de la géopolitique et des blocs et de la guerre froide. Ils voulaient simplement développer leur pays, être souverain et jouer un rôle pour leur population et se développer dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi simple que le manichéisme qu'on nous raconte sur la guerre froide. Voilà, depuis Bien sûr, les années 60. Non, mais vous aviez raison sur l'argument commercial, bien sûr, finalement, et la crainte sous-jacente, quasi inconsciente, de voir s'étendre cette influence. Mais j'ai bien compris. Mais du coup, au final, puisque c'est ça qui nous anime, on a fait longuement le passé. Aujourd'hui, on en est où? C'est quoi la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui de la place française en Afrique, elle est quand même, vous l'avez dit, globalement désastreuse. D'une part, pour les résultats sur les pays locaux, vous l'avez dit, qui atteignent des records dans les seuils de pauvreté et tous les classements internationaux. Aujourd'hui, dans l'influence,
on voit bien que parmi les populations, l'idée même d'une présence française, alors que même elle se veut aidante, est largement décriée. Aujourd'hui, nombreux sont les pays, les populations locales qui s'opposent à la présence de l'armée française en Afrique de l'Ouest, au Sahel, et puis ainsi qu'à sa présence à long terme sur cette partie du continent africain. Et aujourd'hui, tous ces pays choisissent un développement indépendant et vont chercher de nouveaux partenaires, notamment le Mali, le Niger, le Burkina, le Sénégal. Nombreux coups d'État militaires en 2020 et 2021, et puis critique sévère donc de Paris envers ces nouveaux gouvernements. Et tout ça, ça a eu un impact très négatif sur les relations franco-françaises, maliennes. Et en fait, on le voit très globalement dans tous ces pays de l'Ouest. Nos gouvernements militaires sont expulsés, nos ambassadeurs parfois sont expulsés également. Et tout ça, on en est où aujourd'hui? Il y a plusieurs cas, parce que par exemple, je vais peut-être pas faire plaisir à Ina, mais j'ai écouté tout à l'heure le discours du président sénégalais au MEDEF. Et donc le rapport de sa rencontre avec Emmanuel Macron, et c'est une histoire d'amour là, c'est carrément une histoire d'amour, et c'est vraiment c'est le retour à Léopold Sédar Senghor, quoi. C'est la France-Afrique plus. Donc oula, peut-être je l'ai fâché. Ah. Non, du tout. je voulais encore, moi aussi, j'étais assez étonnée en voyant les images. Ah oui, là, le discours qu'il a fait, c'était assez spectaculaire de soumission devant le MEDEF, devant les entreprises françaises, etc. Bon, bref. Après, il y a différents cas. Parce que ce qu'il faut bien voir, en fait, en termes d'influence ou d'ingérence des puissances étrangères, c'est que là où il y a la corruption des États, hein, les puissances qui viennent profitent de cette corruption, arrosent tout le monde et profitent des chantiers, etc. Donc, c'est que ce soit la Russie, la Chine, la France, là, on peut être d'accord sur ça. Par contre, dans des États comme le Burkina, par exemple, la différence est très importante maintenant suite aux révolutions. Moi, j'étais au Mali en 2021 entre les deux révolutions. À l'époque, pour avoir participé là-bas, il y avait Kémy Séba, il y avait différentes personnes, on a fait des manifs, etc. On a fait des conférences. À l'époque, l'idée, c'était de reprendre la logique panafricaine de Modibo Keïta, de redévelopper une souveraineté nationale. Quand on voit le résultat aujourd'hui, excusez-moi, c'est une catastrophe. Rien n'a changé. Les élites de ce qu'on raconte sont complètement à côté de la plaque, et l'argent se détourne à plein pot. Et la blague que je faisais, c'est que malgré qu'ils ont attaqué la France, aujourd'hui, ça ressemble plutôt au palais de Versailles, c'est-à-dire qu'ils font des fêtes fastueuses pendant que le peuple est en train de crever de faim. Par contre, au Burkina Faso, c'est différent, parce qu'on a un dirigeant qui est déjà un peu dans la tradition de Thomas Sankara, qui est quelqu'un qui est beaucoup plus, je dirais, profond, peut-être pas intellectuellement, mais plus profond en termes de souverainisme. Et lui, voilà, quand il va discuter avec les partenaires internationaux, c'est pour avoir des industries, c'est pour avoir l'énergie nucléaire. Il a signé un contrat avec Rosatom. C'est vraiment pour apporter des infrastructures et des machines-outils pour développer les conserveries, pour les tomates, pour les différents produits qu'ils produisent sur place. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'on a un dirigeant qui sait ce qu'il veut et qui est là pour développer le pays, et donc qui va faire des bons partenariats. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas juger, si vous voulez, les rapports en termes d'ingérence de tous les niveaux de la même manière. Ce qui concerne la France, aujourd'hui, la situation, elle est catastrophique. Vous l'avez dit, comme j'ai votre pseudo, j'oublie le nom à chaque fois, Rémus. Pardon. Voilà, je vais dire Rémus, ce sera plus simple. En effet, aujourd'hui, la France s'est fait virer d'abord du Mali, puis du Burkina, puis du Niger, puis de la Centrafrique à moitié, mais puis du Tchad et du Sénégal. Et on parle maintenant de supprimer la base en Côte d'Ivoire. Mais quand on voit le président Ouattara qui se représente et ce que fait le président du Sénégal, on se dit qu'il y a encore de la marge pour les opérations françaises en Afrique. Donc en effet, c'est un de par notre politique, je veux dire de par la politique de notre gouvernement,
depuis les années 60, on en arrive à ce résultat d'un divorce. C'est comme entre un homme et une femme. Au bout d'un moment, si vous frappez votre femme ou si votre femme vous frappe, parce que ça peut arriver, enfin, au bout d'un moment, si vous la frappez trop et trop et trop et trop, soit vous la tuez, soit elle part. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé, où elle vous demande de partir. Et c'est un peu ce qui se passe avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une crise. Et moi, pardon, mais juste pour terminer, en excusez-moi. discutant avec les gens sur place, c'est une crise, certes, parce qu'il y a un ras-le-bol, mais c'est pas pour autant, si vous voulez, qu'ils vont faire la guerre à la France demain matin. Et si demain, et c'est ce pourquoi je me bats chaque jour, hein, si demain un gouvernement intelligent, anti-franc CFA, anti-néocolonialisme arrivait au pouvoir en France, je pense qu'on réglerait le problème très, très rapidement. D'accord. Mais alors, justement, par rapport à tous ceux qui vont dire, qui critiquent par exemple la présence française en Afrique de l'Ouest, celle-ci s'est voulue comme une entreprise de stabilisation. Elle avait été appelée contre Boko Haram, elle avait été appelée contre AQMI, donc l'État islamique subsaharien, pardon. Euh, Aujourd'hui, ces présences françaises-là, qui se voulaient, en tout cas dans le discours, comme étant protectrices et stabilisatrices, pardon, sont largement décriées et la France est retirée de tous ses territoires opérationnels. Mais Comment on peut expliquer cette parce qu'on a échoué. dichotomie de compréhension? Pardon? Parce qu'on a échoué à faire ce pourquoi on a été envoyé là-bas. Rappelez-vous, 2013. 2013, l'opération Serval puis Barkhane, c'est-à-dire l'État français décide d'intervenir au Mali pour faire reculer les djihadistes qui vont envahir Bamako. À l'époque, nous, Solidarité et Progrès, avons soutenu cette opération. Donc voilà, très bien, on aurait pu faire le boulot, on ne l'a pas fait. Mais d'où vient, vous savez, avant, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, même maintenant en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de terrorisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la politique france-africaine de M. Sarkozy, voilà, parce que M. Sarkozy, rappelez-vous son discours de Dakar, l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire et blablabla, vous êtes des sous-hommes et compagnie. M. Sarkozy a décidé d'attaquer l'Afrique parce que une des personnes qui défendait à l'époque le panafricanisme, alors à sa sauce, parce que je ne vais pas soutenir Kadhafi, si vous voulez, dans toute sa politique, mais enfin, à sa sauce, Kadhafi défendait des réformes monétaires pour l'Afrique, proposait une monnaie panafricaine, etc. Et M. Sarkozy a décidé qu'il fallait l'assassiner. Voilà, on est dans la France-Afrique. Donc, on a assassiné Kadhafi et donc toute la région a été envahie d'armes et le terrorisme s'est développé. Donc, voilà, on a été à la fois un pansement, mais c'est nous qui avons créé on a fourni le pansement, mais c'est nous qui avons fait la blessure. Donc, bon. Donc pour vous, il y a une vraie continuité de politique depuis la fin de la colonisation. Donc globalement, les mouvements de décolonisation, c'est 1960 pour la plupart des pays ouest africains. Bien sûr. Donc voilà. Donc il y a une continuité. Après, je vais vous dire franchement, il y a un rapport qui a été très bien fait, qui est un rapport d'ailleurs des institutions françaises, même militaires. Je n'ai plus le nom de l'organisme, qui a dit voilà, si on avait mis 10 milliards tout de suite pour lutter contre le terrorisme et vraiment en mettant le paquet, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme armes, comme système de surveillance, d'avions de chasse, etc., on aurait pu contrôler la situation. On ne l'a pas fait. On pensait qu'on allait y arriver petit à petit. Et bilan, et c'est aussi pour ça que les pays se sont révoltés, c'est que, comme je disais, entre 2013 et 2021, le terrorisme dans la région du Sahel a explosé, des villages entiers massacrés de partout. Et pas que Boko Haram, AQMI, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai que les gens ont vu ça comme un échec. Enfin, de leur point de vue, ils ont vu ça comme un échec. Ils ont vu le terrorisme se développer plus qu'avant. Et d'ailleurs, même certains disent que la France finance le terrorisme. Bon, ça va peut-être un petit peu loin, mais bon, il y en a qui ont cette thèse-là. Donc voilà, ils ont vu l'échec de la situation et ils ont dit on va faire autrement. Donc c'est là où ils ont décidé de changer leur gouvernement et en effet faire appel à Wagner, qui, bon, pour moi, n'est pas forcément la meilleure solution parce que comme je suis souverainiste et que je combats la France-Afrique, je pense que l'Afrique aurait dû, les pays en tout cas, auraient dû avoir, comme l'avait fait Modibo Keïta, leur propre armée nationale, une armée de métier avec des choses pour se défendre et tout ça ne serait jamais arrivé si justement la France-Afrique n'avait pas fait cette politique depuis 60 ans.
Alors justement, c'est intéressant, c'est que le constat que vous posez, c'est qu'en fait, l'une des principales raisons de ce désaveu, c'est l'absence de résultats. C'est-à-dire qu'on est prêt à supporter les mauvais côtés tant qu'on a les bons côtés. Le Voilà. jour où par contre il n'y a plus de bons côtés, là les mauvais côtés deviennent insupportables. C'est Oui, bien mais il n'y ça? a jamais eu il y a jamais eu de bon côté. Il y a jamais eu J'entends. de bon côté. Vous savez, alors souvent on parle de l'aide au développement. C'est ce que nous on appelle c'est comme aller donner des tartines de confiture dans un camp de concentration. Si vous voulez, c'est bien mignon. L'aide au développement, 0,7% de notre PIB, etc. Mais quand vous allez sur place, demandez où sont les projets, on vous répondra jamais. Moi, je suis allé au Sénégal il y a pas longtemps. Bon, si on a fait un train un TER entre Rufisque et Dakar, bon, c'est magnifique, hein, mais bon, on a quand même donné des centaines de millions depuis 60 ans dans l'aide de développement. Il n'y a que ça qui a été fait. Et c'est partout pareil. Vous allez au Tchad, comme je le disais, hein, il y a même pas 12% de gens qui ont accès à l'électricité. Il y a un hôpital qui fonctionne à peine. Il n'a pas d'électricité de toute façon. Et il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien, c'est le désert. Donc voilà le bilan. Mais bon, parce que je vois que le temps passe et il y aurait beaucoup de choses à dire et on avait dit qu'on parlerait un peu quand même des solutions, parce qu'il y a des solutions Et et voilà. comme je disais, demain, si demain matin on fait la révolution, alors moi je dis, hein, n'attendons pas le 10 septembre, hein, c'est pas la peine. Hein. Ce système, il est corrompu jusqu'à la moelle, il va nous écraser. Donc demain matin, on commence la révolution. Si on arrive à changer ce pays, il y a plein de choses qu'on pourra faire avec l'Afrique et c'est sur ça que je voulais conclure, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, si Eh je ben, comprends bien, de ouais, parler un peu de on quelques peut déborder un projets. petit peu, mais Oui, oui. effectivement, pardon, c'est important de faire ce point pour être d'accord et poser du contexte, en fait. Et justement, maintenant, c'est, OK, et maintenant, on fait quoi? Avec 3 300 milliards de dettes, la France peut-elle aider économiquement? Si oui, où? Et sinon, comment faire? Alors, d'abord, ce qu'il faut, c'est mettre fin à ce système, comme on l'a dit, et aider les pays africains justement à mettre en place leur propre système de crédit public, comme ça a été fait, et de développement infrastructurel. Ça, les pays le feront eux-mêmes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de projets. Et là, je vous avais envoyé quelques cartes, Tout à fait. normalement qu'on on peut mettre dans le chat, je ne sais pas. Euh, Je m'en occupe. Alors, les cartes, voilà, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas posé, mais on va mettre les liens sans souci. ouais, je mets les liens parce que je vois que j'ai accès au chat. Donc, par exemple, le projet Transaqua, que Je vous m'en pouvez occupe de voir le poser. voilà, si vous cliquez sur le premier lien. Donc, vous avez un projet justement dans lequel la France pourrait participer parce que la France, on a encore un génie dans le domaine agricole, on a un génie dans le domaine de l'irrigation, on a un génie dans le domaine des barrages hydroélectriques, on a vraiment toutes ces choses-là. Et il y a un projet. Vous savez qu'à cause du terrorisme, justement, et des changements climatiques, le lac Tchad, hein, qui est un grand lac qui se partageait sur 5 pays, le lac Tchad est en train de disparaître. Il a perdu 90% de sa superficie, en fait. Hein. Et il existe un projet qui s'appelle le projet Transaqua, qui permettrait de prendre et de travailler avec tout l'ensemble de la sous-région jusqu'au bassin du Congo, puisque le fleuve Congo est un des plus grands fleuves du monde, hein, qui n'est pas du tout aménagé. Il y a des milliards de mètres cubes d'eau qui disparaissent dans la nature. Et donc, ce type de projet a été proposé à l'époque par une société italienne. Nous-mêmes l'avons présenté, moi je l'ai présenté au Tchad, je l'ai présenté au Nigeria en 2018. Les autorités nigérianes étaient d'accord à l'époque. Malheureusement, le gouvernement est tombé et a été remplacé par un ancien dealer de drogue qui est le meilleur ami de Macron, M. Tinubu. Et donc le projet a été stoppé. C'est un projet, vous voyez, parce qu'à cause du terrorisme, dans cette région du lac Tchad, vous avez plus de 5 millions de personnes qui sont déplacées du fait que le lac se rétrécit et qu'il y a le terrorisme. Donc ce projet permettrait de faire un canal de 2400 km qui a été étudié depuis déjà 30 ou 40 ans. L'étude est présente, hein, est faite, pour développer toute la région à partir du bassin du Congo, c'est-à-dire l'est du Congo, vous savez, qui est un des endroits où actuellement a lieu un génocide, hein, 10 millions de morts depuis 1994. Hein. 10 millions, c'est quand même pas rien. Et donc, voilà, ce canal permettrait d'irriguer une partie du fleuve Congo, de déverser les eaux vers la Centrafrique, et sur l'ensemble de la descente, parce que c'est une descente de la Centrafrique vers le lac Tchad, de mettre en place un système de barrage hydroélectrique dans lequel la France est très compétente, pour justement réalimenter le lac dans l'eau et permettre de développer, comme avant c'était le cas d'ailleurs, une zone agro-industrielle pour que les 80% des gens qui vivaient sur place, hein, qui ont dû fuir, à cause de l'insécurité alimentaire, puissent développer
justement une nouvelle agriculture et revenir sur leurs terres ancestrales. Donc voilà, donc ça c'est un des types de projets pour lequel nous nous battons à Solidarité et Progrès, puis on le présente d'ailleurs un peu dans le monde, qui pourrait être mis en place et dans lequel la France pourrait proposer ça, un partenariat justement avec ces pays qui sont la plupart des pays francophones, et justement avoir ce nouveau partenariat. Donc ça c'est un des exemples que je voulais mentionner, il y en a d'autres si j'ai le temps. Alors, très simplement, et pour rester sur ce point, faire un partenariat, d'accord, mais du coup, sous quel format? Parce que aujourd'hui, où la France et son ingérence ou son influence est largement cassée, et que l'Afrique de l'Ouest a tendance à se tourner vers des nouveaux partenaires, comme par exemple la Russie et la Chine qu'on a cités, est-ce qu'on est encore sur les bancs des aideurs potentiels ou est-ce qu'on est refusé? Si on le fait gratuitement, est-ce qu'on est capable de le faire? Et si on le fait pas gratuitement, est-ce qu'on va pas être taxé justement d'encore une fois se nourrir sur le dos de la bête? Non, non. En fait, le problème, c'est d'avoir une vision un peu binaire. C'est-à-dire que le problème, c'est que la France ne propose pas aujourd'hui ces partenariats-là. Vous savez, ce projet, c'est entre, allez, on va dire 20 milliards, 25 milliards sur 15, 20 ans, 1 milliard par an. Je veux dire, ça va. Il n'y a pas de problème de financement. Pour vous donner un seul chiffre, si ça vous intéresse, la corruption en Afrique, c'est 148 milliards d'euros par an qui disparaît des pays. Bon, vous multipliez sur 10 ans, ça fait 1400 milliards. Donc 1400 milliards, vous en faites des projets, vous pouvez réunir toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Donc le problème n'est pas l'argent. Ça, c'est pareil, c'est de la propagande. Il n'y a pas de problème d'argent. Quand la France a construit ses centrales nucléaires, ses sous-marins nucléaires, sa fusée, le Concorde, on n'avait pas d'argent. On a juste créé de l'argent pour faire ces projets-là qui rapportaient encore plus d'argent. Voilà, donc ça, c'est la vraie notion d'économie. L'argent, ça n'existe pas, c'est un idiot en fait, c'est un imbécile. Et donc, évidemment, si on proposait ces projets-là, les pays, d'ailleurs, pourraient les financer. Ils sont extrêmement riches en matières premières. Si elles étaient nationalisées et qu'elles rapportaient au pays, ce qui n'est pas le cas parce qu'elles sont privatisées, à cause du fonds de misère instantané, le FMI. Et donc ça, c'est un des projets sur lesquels on pourrait participer avec ces projets-là. Et il y en a d'autres, par exemple. Si j'ai bien compris, c'est la France finance des projets d'infrastructure en Afrique. Cofinance avec les pays africains. Voilà. Que répondre alors à ceux qui vous disent qu'il n'y a plus d'argent en France pour les infrastructures françaises? Je pense à l'hôpital, au réseau routier, à l'électricité ou autre. Je leur dis que l'argent, c'est un imbécile et que ça fait 30 ans qu'on emprunte sur les marchés d'intérêt, sur les marchés financiers à des intérêts extrêmement élevés, alors qu'avant, on avait une banque nationale qui nous faisait du crédit à faible taux d'intérêt pour financer l'industrie et que ça marchait très bien. Donc, il faut revenir à ce système-là. Donc, et je vais vous donner un exemple concret, parce que souvent, les gens ne voient pas, parce qu'on dit, voilà, France-Afrique, méchant, mais par exemple, il y a un projet qui est peut-être le plus beau projet d'Afrique qui a été réalisé, ça s'appelle le Grand Barrage de la Renaissance, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est en Éthiopie, et donc qui a été ouvert le 12 avril dernier, et qui a été réalisé, donc c'est un grand barrage, c'est le plus grand barrage d'Afrique actuellement, pour 5 milliards de dollars, sachant que c'est une infrastructure qui va durer plus de 100 ans. Donc 5 milliards sur 100 ans, vous faites le calcul, c'est 3 fois rien. Et ça a été réalisé par une coopération entre Français, Chinois et Italiens. Et on l'a fait, ce grand barrage, sur le Nil Bleu. C'est il s'agit du plus grand barrage d'Afrique et 7e plus grand barrage du monde. Et c'est une capacité quand même alors comment il disait, de 5000 mégawatts, ce qui n'est pas rien. Parce que vous savez, nos centrales nucléaires, c'est 900 mégawatts. Donc là, la France a fourni les turbines, puisque avant on avait une société qui s'appelait Alstom, qui depuis est passée à General Electric, mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Donc voilà, la France, les Chinois ont financé une partie, la France a fourni la technologie, et l'Italie a fourni également une partie des technologies pour tout ce qui est les infrastructures du barrage en tant que tel. Et nous, on a fourni 13 turbines françaises, dans le cadre de ce barrage. Et aujourd'hui, ce barrage, il va fournir l'électricité à 100% de la population éthiopienne. Vous voyez ? Donc, c'est complètement révolutionnaire parce que ça n'est jamais arrivé en Afrique et ils vont pouvoir même en vendre à l'extérieur. Donc, ça va être un projet qui va complètement révolutionner l'Afrique et dans laquelle la France est partie prenante
Et sur la méthode de financement, parce que j'ai regardé un petit peu comment ça a été fait, 66% du financement a été fait par l'Éthiopie elle-même. Car l'Éthiopie a dit voilà, on va faire ce barrage, on fait un appel aux citoyens. D'ailleurs, le doublement du canal de Suez en Égypte a été 100% financé par l'Égypte et la population, avec un système de bons d'achat que vous pouviez acheter pour investir. Donc il y a des mécanismes. L'argent n'est pas un problème, il faut vraiment se sortir ça de la tête. Cette histoire de dette dont on entend parler là, avec Bayrou depuis des mois, c'est une supercherie. On a payé 1000 milliards de dettes. Non, on a payé en France 1000 milliards d'intérêts de la dette aux banques privées depuis les années 70. Donc il faut arrêter avec ces conneries de dette. Si on a une banque de crédit public, on peut financer ces projets-là, parce que ces projets-là rapportent 10 à 20 fois plus que ce qu'ils ont coûté, si on pense à long terme. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. C'est ce sur quoi j'allais vous interroger. Alors, je remonte aussi des questions issues du chat, hein, donc voilà. Oui, parce que j'ai pas le temps de le suivre, le chat, malheureusement. Ouais. Non, bien sûr, et clairement, c'est pas à vous de le faire. Moi-même, je ne le suis pas, mais justement, c'est pour ça qu'on a les coordinateurs qui, eux, vont remonter ces questions-là depuis tout à l'heure. Hein. Je les ai sous les yeux, je vous les pose à certains moments. Mais du coup, pourquoi est-ce que la France, et indirectement ses citoyens, iraient mettre de l'argent en Afrique, concrètement? Qu'est-ce que ça nous rapporte? 2, est-ce qu'on va pas se faire traiter d'ingérence? Et enfin, 3, et c'était ma question tout à l'heure à laquelle j'ai pas bien compris la réponse, qu'est-ce qui fait qu'ils iraient nous voir, nous, ou qu'ils accepteraient notre argent, et pas celui des Russes et des Chinois? Ils acceptent les technologies et l'argent, ils acceptent tout si on leur propose. Aujourd'hui, on ne leur propose pas, nous, ce type de projet. Donc, ils accepteraient si on leur proposait. Donc, le problème n'est pas là. Aujourd'hui, la Chine propose des infrastructures. La Chine a fait un train entre Nairobi et Mombasa au Kenya. La Chine a fait un train entre Addis Abeba et Djibouti en Éthiopie. Et tout ça a augmenté le PIB des pays de 1, 2, 3 points, a créé des centaines de milliers d'emplois locaux, etc. Donc, il y a une approche qui peut être gagnant-gagnant. Et en plus, c'est pas de l'ingérence si on se développe ensemble. Nous, ça fait marcher notre business parce que Alstom, il vend ses turbines. Si demain, par exemple, il y avait une armée nationale dans nos 15 colonies, ils achèteraient peut-être notre matériel. C'est du commerce, c'est du business, ça peut être dans tous les domaines. L'armement, ils pourraient acheter nos TGV. Donc, c'est très bien. Ça, c'est l'échange commercial puisqu'on a un peu d'avance sur cette technologie-là. Donc, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas confondre échanges commerciaux et développement mutuel avec ingérence. Aujourd'hui, on fait de l'ingérence et on est rejeté. Si demain, on proposait une coopération dans le développement, vous voyez, on a l'AFD, vous savez, l'Agence française de développement, qui n'a jamais rien fait, l'Agence française du sous-développement, on l'appelle. Elle a 12 milliards. Avec 12 milliards, on peut faire le projet, par exemple. Alors, est-ce que je retrouvais les cartes? Vous avez le projet, vous avez une carte qui s'appelle Africa Rail. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Voilà, donc vous avez une carte, c'est une boucle ferroviaire entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Togo. Ça ferait exploser le PIB de ces pays. Ça permettrait les échanges commerciaux entre les pays parce que, juste pour vous donner un chiffre que les gens n'ont pas souvent en tête, c'est qu'en Europe, on a 60 à 70% d'échanges commerciaux entre les pays de l'Union européenne. Dans la carte que vous voyez, là, tous les pays qui sont éclatés, il n'y a même pas 15% d'échanges parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas la chaîne de froid, donc 40% de tout est fini par pourrir parce qu'on n'a pas les moyens de les conserver. C'est une catastrophe. Donc, si on faisait ce projet qui s'appelle Africa Rail et que d'ailleurs, une des personnalités françaises avec qui on a travaillé à la fin de sa vie, qui s'appelait Michel Rocard, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les socialistes, enfin, c'est un des seuls qui s'est battu toute sa vie pour ce projet. Et il a travaillé avec Jacques Cheminade là-dessus. On connaît d'ailleurs l'ingénieur en chef qui travaille toujours sur ça. La France pourrait proposer sa technologie. La France pourrait proposer de dire voilà, on va faire un partenariat avec l'Agence française de développement. On va investir 10 milliards. Vous mettez 10 milliards, tous les pays réunis, ce qui n'est pas grand-chose. Et dans 10 ans, on a relié Abidjan à Ouagadougou, à Niamey, à Cotonou, à Lomé, et ça va permettre de faire exploser justement le niveau de vie des gens, développer des commerces, etc. Ça, c'est pas de l'ingérence. Ça, c'est un retour commercial dans une stratégie commerciale. Oui, c'est du développement mutuel, ce que nous on appelle le développement mutuel. Je veux dire, on va pas demander si on dit à l'Afrique, ok, démerdez-vous, faites vos centrales nucléaires tout seul. Bon, non. Ils ont besoin de Rosatom qui va les aider ou de
d'EDF. Voilà, ils ont besoin d'une expertise qu'ils n'ont pas pour l'instant, liée à la situation de néocolonialisme qui a perduré. Mais voilà, on peut faire du transfert de technologie, ils peuvent se développer après ensuite, comme ont fait les Chinois, vous savez, hein, ils ont pris nos technologies, puis maintenant ils les font eux-mêmes, ils vont plus vite que nous. Hein. On leur a vendu les brevets, effectivement, Voilà. pour les années 80. Donc enfin, les dernières cartes, vous voyez la dernière carte, juste parce que le temps passe, qui est un de mes projets préférés, c'est le pont entre Kinshasa et Brazzaville. Donc, vous voyez, c'est un pays qui a été divisé arbitrairement, hein, au Congrès de Berlin. J'en ai parlé vite fait en 1895. Hein, donc on a coupé en deux les gens de la même ethnie, enfin de la même langue et tout ça. On les a séparés en deux. Donc ça, c'est un très beau projet là, justement, d'un projet de 5 km qui pourrait réunir les deux Congos. Et c'est très intéressant historiquement parce que je vous invite à aller écouter une chanson. Tiens, ça vous détendra. Après avoir parlé de tout ça tout à l'heure, vous allez sur YouTube et vous tapez Pont sur le Congo de Franklin Bukaka, donc Boukaka. Et donc vous aurez la chanson qui date des années 53, je crois, ou 54, qui s'appelle Pont sur le Congo et qui parle de ce pont et de Lumumba qui a été assassiné par la CIA également, qui était le premier président de la RDC qui a été assassiné parce qu'il voulait faire ce genre de projet. Donc voilà, ça c'est pas. Et c'est pour dire, parce que non, je vais répondre à ce qui est sous-jacent dans votre question. Parce que souvent on dit oui, alors mais comment nous les Occidentaux on va imposer notre modèle de développement à l'Afrique? Est-ce qu'ils vraiment ils veulent vivre comme nous, etc. Mais des gens qui disent ça, ils sont jamais allés en Afrique. Hein. Moi, je vais en Afrique, les gens ils veulent l'électricité, hein, ils veulent un frigidaire, ils veulent des infrastructures, ils veulent des autoroutes. Hein. Ils en ont marre de vivre dans la misère. Hein. Faut pas croire. Hein. Et c'est des projets qui étaient défendus par les panafricains. C'est pas du tout des projets qui ont été imposés par l'Occident. Nous, on n'a jamais fait ces projets de développement. D'accord. Et du coup, pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, du coup, notamment la mauvaise gestion parfois financière, la corruption, le vol des richesses, et pour faire le lien avec une question du chat, aujourd'hui, est-ce que cet investissement-là, investissement industriel, commercial, il se fait pas par certaines grandes entreprises françaises, comme EDF par exemple, et est-ce qu'il n'y a pas le risque, si on injecte de la monnaie, que finalement ces éléments-là soient, par la malversation et la corruption, détournés? Bah si. C'est toujours possible. C'est pour ça que je vous disais, dans les pays où on a des gens corrompus, c'est très difficile de faire des projets parce qu'en fait, l'argent est détourné. Mais si demain, vous avez un dirigeant en Europe qui n'est pas, ou en France, hein, disons la France, qui n'est pas corrompu et qui n'est pas là pour l'argent, on peut arriver à discuter avec ces gens-là pour faire des projets où l'argent ne soit pas détourné. C'est tout à fait. On peut contrôler ces choses-là. Hein, c'est juste qu'il n'y a pas de volonté. Donc moi, je m'inquiéterai pas trop là-dessus parce que, vous savez, les idées. Allô? Sébastien, vous m'entendez? Je crois qu'il y a un petit bug. Non. Allô, Oui, il y vous avait un m'entendez petit plus? souci. Ah, moi, je vous entends. Là, on vous entend Non, de je vous nouveau, entends. Sébastien. Vous m'entendez? Eh ben, c'est parfait, on vous entend de nouveau. Oui. Ah, d'accord, ok, pardon. Non, je suis en train de citer des proches qui disaient un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout va bien. Donc non, on n'est jamais à l'abri de... vous savez, prenez l'exemple de ce qui se passe au Sénégal. Moi j'ai beaucoup d'amis du PASTEF en France, j'ai fait des manifs avec eux. Ils avaient l'espoir que ce serait la révolution, et aujourd'hui quand ils voient ce qui se passe, ils sont un peu déçus, donc on n'est jamais à l'abri de retournement de situation. Sankara, vous savez, a été trahi par son meilleur ami. Blaise Compaoré, avec qui il a fait la révolution. Donc on n'est jamais à l'abri, si vous voulez, de retournement de veste. Mais il faut des hommes de caractère. Modibo Keïta en était un. Il y en a eu. On les a tous assassinés. Il y en a encore aujourd'hui, je peux vous le dire. Des gens qui sont incorruptibles. Et parmi les panafricains, d'ailleurs, si vous écoutez des gens comme Nathalie Yamb ou Kémy Séba, voilà, ils sont pas du tout en train de se vendre à la Russie. Voilà, ils disent si vous venez chez nous et que vous faites comme on fait les Français ou les Européens, vous dégagerez pareil. Voilà, parce que nous, ce qu'on veut, c'est la souveraineté de notre pays. Donc, il faut des gens d'exception. C'est vrai qu'il faut des gens d'exception, mais on en a. Et c'est sur eux qu'il faut compter si on veut réussir le pari du développement mutuel. C'est ça l'idée. D'accord, donc vous préconisez vraiment une nouvelle alliance, finalement, un nouveau socle de confiance dans le cadre d'un développement durable et commercial. Oui, c'est ça.
Vous savez, faut pas se voiler la face. Si Jacques Cheminade avait été élu en 2017, on n'en serait pas là. Ou si demain, je sais pas, Monsieur Branco, j'entendais qu'il parlait de sa candidature à la présidentielle. Si jamais il était élu, je pense que les dirigeants africains qui aujourd'hui sont très anti-français auraient quand même un discours un peu différent. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, un développement commercial basé sur une relation de confiance sur le long terme, des investissements liés à une fabrication de monnaie, et puis finalement une aide au développement qui nous sera profitable sur l'avenir. On peut résumer comme ça, oui. Ouais, non, mais en tout cas, j'essaye Non, mais c'est très bien. des bases de la réflexion. Et dernière question pour terminer, puis après on va passer directement aux questions de l'Agora. Donc c'est les gens qui viendront en tribune poser directement leurs questions. Donc ce projet, voilà, on se projette dans un avenir commun après avoir résolu des problèmes quand même d'abord en France pour permettre de se projeter sereinement dans l'avenir. Oui, disons, il y a a deux situations. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique peut se développer par elle-même, pour elle-même et avec elle-même, comme tout pays souverain. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur Modibo Keïta, parce que c'est ce qu'il a fait. Donc je pense que l'Afrique peut le faire, même si la France ne changeait pas. Alors la France essaierait de déstabiliser. D'ailleurs, on essaye de déstabiliser le Mali, on essaye de déstabiliser. Il suffit de lire Jeune Afrique. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des articles pour dire que les dirigeants de l'AES sont des dictateurs insupportables et qu'il faut les remplacer. Bon, et on sait très bien, d'ailleurs, un des espions français s'est fait arrêter pas plus tard que la semaine dernière au Mali. Bref, donc on déstabilise. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils restent forts, ils peuvent faire des choses. On le voit au Burkina Faso, on peut faire des choses. Ils peuvent le faire même si la France ne change pas. Ça irait 20 fois plus vite si la France changeait. Et donc voilà, après, oui, il faudra changer la France, mais ça, il faudra changer la France pour nous les Français, parce que ce que subissent les Africains à un niveau certes plus grave, parce que c'est plus grave, ils n'ont pas eu ils ont pas eu de 30 glorieuses comme nous on a eu. Donc voilà, donc on parle de plein. Mais aujourd'hui, nous on vit le même système. On est sous tutelle du FMI. On nous a privatisé tous nos services publics ou presque. On est en train de nous faire l'esclavage par la dette pour encore plus nous piller. Et donc on est dans la même situation. Donc il faut changer la France pour nous d'abord. D'accord. Ok, super, merci beaucoup. Et ça conclut du coup notre échange immédiat. Je vous remercie du temps que vous avez consacré. Bien sûr, je vous demande de rester encore un petit peu. Donc du coup, merci de nous avoir présenté votre point de vue, puisque c'est l'idée de ces agoras, justement, c'est que des gens qui connaissent un sujet précis viennent nous exposer leur opinion et que ça puisse ensuite nourrir des débats en interne. Donc voilà, pour précision, pour ceux qui nous écoutent dans le mouvement et au sein, c'est bien une vision qui vous est propre, qui reflète justement la pluralité d'opinions qu'il y a sur ce Discord. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, je leur précise que cette intervention est à retrouver, ainsi que les questions qui suivent, dans son intégralité sur la chaîne YouTube Ruche 00 Conférence. Vous pouvez retrouver toutes nos agoras passées et à venir. Voilà. On a monté une première personne, en l'occurrence JL Way. On t'écoute pour cette première question. Merci d'ouvrir cette agora. C'est un gaulliste. Ouais. Une sensibilité, oui. Bonsoir à vous. Bravo, monsieur Perry-Moni, pour votre intervention de qualité. Mais bon, ça commence à plus trop m'étonner pour les gens de Solidarité et Progrès, à force de vous écouter. Toujours très intéressant. Et bravo à Rému, du coup, d'avoir invité monsieur. Et bravo, vraiment très intéressant. Voilà, très intéressant, très clair aussi. Du coup, j'avais une question intéressée, là, pour le coup. Tout à l'heure, vous parliez de monnaie. Sur une récupération de pouvoir en France, il y a une grosse réflexion sur la souveraineté monétaire, le pouvoir monétaire plus précisément. Et on se posait une question, et peut-être que vous allez pouvoir nous aider à y répondre, nous donner un axe de réflexion sur une prise de pouvoir pratique, c'est-à-dire on prend le pouvoir, on l'a dans les mains, l'exécutif notamment. Comment peut-on au moins neutraliser, si ce n'est pas récupérer, le pouvoir monétaire
si le peuple récupère le pouvoir, son propre pouvoir. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Oui, c'est très clair. Il n'y a rien qui est éternel déjà. Et en effet, la confiscation monétaire qu'a subi notre pays, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais depuis en particulier le 15 août 71, le découplage de l'or et du dollar, la loi de 73 qui interdit au Trésor public français de présenter des escomptes à la Banque de France, la loi de 92, puis les lois sur l'Union européenne et la création de la Banque centrale européenne. Donc petit à petit, on s'est fait France-africaniser, on va dire, France européisée. Donc voilà, on a perdu en effet notre souveraineté monétaire. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si on ne quitte pas l'Union européenne et l'euro, on peut faire tous les débats qu'on veut sur la dette, sur la réindustrialisation, sur voilà, enfin tout ce qu'on peut imaginer de débats purement académiques sur l'économie. Il sera impossible, en fait, avec l'idéologie actuelle de l'économie de marché, de reprendre le contrôle de notre souveraineté. Par contre, je pense en effet que si demain le peuple arrivé au pouvoir, et d'ailleurs on le voit dans tous les milieux souverainistes, si on veut schématiser, ou tous les milieux anti-système, ou voilà, pour simplifier, on retrouve tous cette idée de recréer une banque nationale, de reprendre le contrôle de la monnaie, parce qu'on sait très bien, comme je l'ai dit, que voilà, payer 1000 milliards d'intérêts de la dette, là, M. Bayrou menace encore, on va passer de 53 milliards d'intérêts de la dette par an à 60 milliards peut-être, et demain 70. Alors, ça va être le premier budget de France, c'est payer la dette à des banques privées. Donc, on est dans un système d'esclavage monétaire, et là, c'est pas théorique, justement, c'est un combat. Et ce combat, en effet, on peut le gagner. On peut le gagner, mais ça veut dire d'arrêter de travailler pour ce système, ça veut dire de faire la révolution demain matin. Et à partir de là, on pourra très bien. Vous savez, quand De Gaulle arrive en 58, alors on peut aimer ou ne pas aimer De Gaulle, surtout en particulier sur les questions africaines, il y a beaucoup à dire. Mais en tout cas, voilà, il a mis en place une banque nationale de crédit public pour financer le développement du pays. Et ça, on peut le refaire demain. Il n'y a rien qui nous interdit de faire ça. Il y a plein de livres qui sont sortis sur le fait qu'on nous dit oui, mais si on fait ça, la dette va exploser, les marchés vont nous attaquer, le FMI va nous coucher au sol. Eh bien, tant mieux que les marchés nous attaquent, tant mieux que le FMI nous attaque. Parce que c'est ces institutions-là qui sont en train de détruire notre population, notre service public, nos hôpitaux et tout le reste. Donc, voilà. Mais je pense que si demain, en effet, il y a une révolution et qu'on a à la tête du pouvoir des gens qui pensent dans la philosophie de ce que j'ai développé ce soir, ce n'est pas un problème de quitter l'euro. Il y a des traités pour ça. Vous savez, vous connaissez Asselineau, il a fait des conférences là-dessus, l'article 50, etc. Donc il y a des mécanismes qui sont juridiquement valides, et puis il y a aussi des moments révolutionnaires où si demain il faut réquisitionner la Banque de France, recréer une monnaie nationale et quitter l'euro, je pense que c'est tout à fait envisageable. Alors ça se fait pas en claquant des doigts. D'ailleurs, vous le voyez dans les pays de l'État du Sahel, ils vont sortir du franc CFA, mais ça prend 1, 2, 3 ans à mettre en place. Mais c'est tout à fait possible. Moi, je vois pas de disons d'obstacles majeurs à partir du moment où on a un gouvernement souverain à mettre en place ces réformes, je veux dire. Alors, juste pour revenir sur la question, merci beaucoup d'avoir répondu à Julien Louet. J'avais un commentaire qui me disait que la BCEAO ne dispose plus de compte d'opération auprès du Trésor français depuis janvier 2020. Est-ce que vous pourriez y revenir Oui, Macron a fait. Alors, en effet, j'ai écrit un article, je vous renvoie vers mon site, j'ai écrit un article là-dessus. En effet, il y a eu des réformes, pour dire toute la vérité. Il y a des réformes qui ont été passées sous l'ère Macron, parce que justement, il essayait, comme il y avait beaucoup de gens contre lui, il a essayé de calmer. Il a proposé d'ailleurs de sortir du franc CFA, Emmanuel Macron, il faut s'en rappeler, et de mettre en place un éco qui serait un peu différent, mais qui serait quand même arrimé à l'euro, qui serait quand même fixé à l'euro, qui serait quand même, voilà, avec quand même des personnes de la BCE qui feraient partie du comité d'administration des banques qui géraient l'éco. Donc, en effet, les comptes d'opération ont été supprimés. Les États africains n'ont plus à déposer 50%. Enfin, ils doivent encore déposer une partie, mais bon, c'est allégé, on va dire. C'est faux. Alors, attendez. Je ne sais pas si c'est faux, mais en tout cas, ils ont allégé la question des comptes d'opération. Par contre,
quand vous avez la réforme qui a été mise en place sous l'ère Macron, les banques de la BCEAO et de la BEAC sont toujours, il y a toujours le droit de veto du Trésor public français et de la BCE dedans, par exemple. D'accord. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, je vais rappeler quelques petites règles sur ces montées à l'Agora. Effectivement, c'est chacun son tour. On interroge l'intervenant et ensuite on prend la parole. Je vous demande d'être courtois, précis, concis dans votre question pour qu'on puisse monter un maximum de personnes en tribune. Donc, ce sera d'abord Amub, puis Noé et ensuite Lily Moser. Alors, attends, seulement un instant, Mub. Voilà, on t'écoute. Je suis étonné qu'on puisse débiter autant d'approximations sur le sujet africain. J'ai 4 questions à vous poser, monsieur. Alors, on va les faire peut-être deux par deux, peut-être, Mub. Déjà, c'est mal parti, oui. Oui, c'est mal parti, effectivement. Depuis quand, effectivement, la BCEAO ne dispose plus de compte d'opération auprès du Trésor français et donc de la BCE? Puisque vous êtes un spécialiste, je présume que vous allez me répondre. Le deuxième point... Vous avez dit nous-mêmes 2020, vous avez dit. Oui, j'ai dit 2020 parce que vous ne l'avez pas dit. Vous expliquez qu'il y a encore des gens de la BCE qui sont au conseil d'administration de la BCEAO à Dakar. C'est totalement faux. Ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai du tout. C'est les banquiers qui sont des banquiers centraux, comme tous les banquiers centraux du monde, qui gèrent le franc CFA aujourd'hui. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous me parlez du départ des militaires français qui devrait avoir lieu en Côte d'Ivoire. C'est fait depuis janvier 2025. Je ne sais pas si vos fiches sont à jour, mais bon. Et ensuite, s'agissant du terrorisme, vous liez le terrorisme à Kadhafi. Boko Haram, et ça a commencé bien avant, c'est 2009. Vous pouvez me faire le lien entre Kadhafi et l'insurrection, parce que moi je ne parle pas de terrorisme, l'insurrection de Boko Haram. Et la dernière question, Jean-Luc Mélenchon est venu se promener ici en Afrique. Il a fait un beau discours. Et puis, à l'issue du discours, il y a des étudiants qui lui ont posé cette question. Monsieur Mélenchon, vous parlez toujours de la France dans les problèmes néocoloniaux que nous subissons. Mais vous pourriez nous parler un peu de ce régime qu'on appelle la République? Quel est précisément le rôle néfaste de la République dans le sort que connaît aujourd'hui l'Afrique? Voilà, j'en ai fini. Merci, monsieur. Merci, Mub, pour ces questions. Je précise qu'en titre d'animateur, je n'ai pas entendu de corrélation directe de la part de notre intervenant entre Kadhafi et les mouvements séditieux, pour rester large et neutre, type Boko Haram. Sébastien. Oui. Non, je vais répondre poliment, parce que déjà, on m'a demandé j'ai parlé des comptes d'opération, en effet, j'en ai parlé dans le cadre des mécanismes qui avaient été mis en place au moment de la création du franc CFA. Et j'ai pas, en effet, parlé de la réforme qu'il y a eu plus récemment, où, en effet, des choses ont évolué en ce sens. Donc ça, je l'ai bien expliqué dans mon intervention. Donc voilà, sur la question de la République de Mélenchon, je vous avoue que je n'ai pas du tout compris c'était quoi l'idée ou le sujet de la question, donc je ne saurais y répondre. Par contre, pour ce que j'ai dit pour Kadhafi, je n'ai pas fait de lien en effet entre Kadhafi et le terrorisme. J'ai fait un lien entre la déstabilisation de la Libye par justement l'assassinat de Kadhafi. Et en effet, il y avait déjà Boko Haram, il y avait déjà des groupes djihadistes au Sahel. Sauf que je pense que monsieur ne me contredira pas, le fait que les armes ont circulé massivement à l'époque, en fait que le terrorisme a explosé, parce que comme je l'ai dit à l'époque, le terrorisme n'allait pas jusqu'au Burkina, jusqu'en Guinée, en Côte d'Ivoire ou au Mali. Donc ça a été un élément qui a été accélérateur, la déstabilisation de la Libye, parce que énormément d'armes ont circulé et que c'est devenu un pays qui était complètement, si vous voulez, déstabilisé, avec des factions de toutes parts, des milices de toutes parts. Et donc le terrorisme, il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est aussi un moyen de financement de tous ceux qui veulent prendre le pouvoir en Libye. Donc il y a quand même des liens qui sont directs. Mais c'est surtout la déstabilisation de la Libye qui a engendré une accélération du terrorisme dans le Sahel. J'ai juste dit ça, je n'ai pas fait de lien direct entre Kadhafi. Voilà, j'ai juste expliqué une dynamique. Et ce que vous évoquiez aussi, si je peux me permettre, c'était le lien entre Kadhafi, qui voulait un État panafricain fort avec une monnaie commune africaine, et sa destitution par Nicolas Sarkozy, pour replacer dans le contexte des propos que vous aviez évoqués tout à l'heure.
Oui, et je peux vous dire, moi, Kadhafi, je l'ai rencontré, j'ai pas discuté avec lui, j'ai rencontré en 2010 au Tchad. Donc ça date, hein, c'était il y a 15 ans. Et à l'époque, c'était une des personnalités africaines qui soutenait le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le projet Transaqua, pour revitaliser la Tchad. Parce que justement, en 2009, comme le disait monsieur, hein, je ne sais plus son prénom, excusez-moi, le terrorisme commençait à se développer dans la région. Et Kadhafi, qui, selon moi, au moins sur cette question-là, était un homme intelligent, disait, voilà, le vrai problème du terrorisme, c'est le manque de développement. Et s'il y a du terrorisme dans la région, c'est parce que le projet Transaqua n'est pas mis en place. Le lac disparaît, les gens sont obligés de fuir, ils sont dans la misère. Donc évidemment, n'importe quel groupe terroriste qui débarque, qui donne de l'argent, il y a plein de jeunes qui sont partis dans le terrorisme, non pas parce qu'ils ont une idéologie djihadiste, mais parce qu'ils sont pauvres. Et c'est la pauvreté qui est le plus grand fournisseur de terrorisme dans le monde. C'est pas l'idéologie. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et c'est pour ça que dans cette région, il y a beaucoup de terrorisme. Parce qu'il y a énormément de pauvreté. Et justement, Kadhafi était un de ceux qui, en 2010, a participé à cette conférence où j'étais pour soutenir le projet de développement dans cette région parce qu'il savait que la pauvreté allait déstabiliser l'ensemble de la région et il voulait l'éviter. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, Meuble, je te laisse redescendre. Noé, c'est à toi. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Non, justement, je voudrais poser une question par rapport au terrorisme. Je voudrais savoir qui finance le terrorisme, parce que moi, je me pose la question de savoir à qui profite le crime quand on voit toutes les ressources qui sont volées de façon légale ou illégale ou de façon commerciale avec des marchés plus ou moins et des réseaux occultes plus ou moins légaux de l'Occident et de la France aussi. Je voudrais savoir à qui profite le crime et qui finance derrière le terrorisme, parce qu'on sait que Al-Qaïda était quand même financé sous la présidence de George Bush. Voilà, donc moi je suis en train de me poser des questions. Je me demande si on déplace pas un conflit géopolitique en Afrique, voilà, pour faire de l'enfumage et pour que tous les prédateurs financiers viennent se gaver sur les ressources de l'Afrique, quoi, et empêcher les États africains et le continent africain de gagner sa souveraineté. C'est noté, Noé, merci beaucoup. Donc, là, deux questions en deux parties. Qui finance le terrorisme, d'une part, et puis, est-ce que ce n'est pas des manœuvres idéologiques pour permettre un capitalisme prédateur? Alors je dirais les deux, mon général. Voilà, donc en effet, il y a quand même deux choses, faut pas non plus se voiler la face. Il y a une idéologie djihadiste, extrémiste, voilà, qui existe, hein, comme il y a une idéologie sioniste extrémiste, comme il y a une idéologie évangéliste et chrétienne extrémiste, etc. Donc dans tous les civilisations, il y a des extrêmes et voilà, et il y a des gens qui les financent, et en particulier le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Voilà, il y a aussi ceux-là qui financent ce genre d'idéologie, hein, qui financent d'ailleurs en Afrique. On n'a jamais vu pousser autant de mosquées que ces 20 dernières années, parce que justement les pays arabes poussent à ça. Et en effet, après, là où je rejoins ce que disait madame, c'est qu'en effet, c'est un outil de géopolitique. Le terrorisme a toujours été un outil de géopolitique. Et l'affaire qu'elle mentionnait, en effet, les Américains ont financé les extrémistes autour de Ben Laden à une époque pour lutter contre l'Union soviétique. Ils se sont retournés. Une fois, on a financé Saddam Hussein, alors qu'on savait qu'il était extrémiste, et après, on l'a tué. Après, on l'a plus financé. Enfin, voilà. Donc, évidemment que tout ça est une géopolitique qui sert les intérêts, en particulier de l'Occident et des grands cartels militaro-industriels, militaro-financiers. Mais le cœur du problème, c'est la City de Londres. C'est-à-dire que vous savez, la City de Londres, c'est-à-dire l'Empire britannique, hein, qui a ses paradis fiscaux et tout le terrorisme, le blanchiment de l'argent, de la drogue, etc., tout passe par ces paradis fiscaux. Donc c'est un système qui est, si on va à la source, entre guillemets, à ce système qui permet le terrorisme, le trafic de drogue d'ailleurs, c'est la blague que je fais souvent, c'est-à-dire qu'on met des dictatures en Amérique latine, on déstabilise tout le Sahel,
pour ouvrir des nouvelles routes de la drogue. C'est-à-dire qu'on déstabilise des centaines de millions de gens et de pays, et des dizaines de pays, pour que nos élites puissent prendre de la cocaïne en Europe tranquillement. C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut bien voir la folie du système. Hein. Donc, en effet, le cœur du système, c'est le système des paradis fiscaux, c'est le système de la City de Londres, de Wall Street, qui organise un monde dans lequel toutes ces choses peuvent arriver, le blanchiment d'argent, etc. Et d'ailleurs, il faut le dire, vous savez que des entreprises françaises, je ne les nommerai pas évidemment ici parce que ça ne se fait pas, Lafarge ou autres, ont été condamnées pour financement du terrorisme dans certains pays. Voilà, donc il y en a qui financent le terrorisme, en effet, c'est des choses qui sont connues, il y a des procès, il y a des rapports. Vous avez un rapport qui vient de sortir justement sur ça, les flux financiers illicites. Je vous invite à le lire. C'est un rapport qui est publié par, je ne sais plus qui c'est la CNUSED, je crois, qui tous les ans publie un rapport sur les flux financiers illicites et qui publie justement tous les réseaux de financement du terrorisme. C'est quelque chose qui est connu, hein. Mais c'est quelque chose qui est utile au système actuel, puisque juste pour terminer, le rapporteur des Nations Unies avec qui j'ai fait une conférence, on avait fait une conférence, Antonio Mario Costa, hein, rapporteur des Nations Unies sur le blanchiment de l'argent de la drogue, a dit que sans le blanchiment de l'argent de la drogue au niveau international, en 2008, quand il y a eu la crise financière, s'il n'y avait pas eu cet argent-là, le système serait tombé du jour au lendemain. Donc, ça montre que tout le monde est au courant. Merci beaucoup, Sébastien. On va essayer de... Ah oui, Lafarge, vous voyez, dans le chat, il y en a qui mettent Lafarge jugé pour financement du terrorisme. Voilà, il y en a quand même. Tout à fait. Lily Moser, on t'écoute. On essaye d'être concis sur questions et réponses. Merci beaucoup. Noé, je te laisse redescendre. Je vais essayer. Du coup, bon, merci pour tout ça. Moi, je suis ce qui se passe au Burkina là, depuis quelques mois et j'avoue que j'écoute ça un peu comme un conte de fées. Je trouve que c'est trop bien. Par contre, je voulais revenir, je voulais revenir sur l'histoire de sortir de l'Europe parce que je trouve que effectivement ça paraît indispensable. Mais j'ai rencontré des Anglais cet été et tous m'ont dit que c'était une catastrophe en fait en Angleterre. Alors ma question, si ça sort du sujet, bon bah c'est pas grave, hein, mais ma question ce serait est-ce que c'est dû à une mauvaise gestion de l'Angleterre justement qui se retrouve dans cette situation-là, ou est-ce que ça nous pend au nez en fait si jamais on sortait de l'Europe? Non, vous avez répondu vous-même. Hein. C'est une mauvaise gestion. C'est à partir du moment si vous sortez d'un système ultralibéral, mais que vous restez dans un système ultralibéral, ben vous avez exactement le même problème. Hein, l'Angleterre, je parlais de la City de Londres. Hein. L'Angleterre est un système ultralibéral. D'ailleurs, le niveau de vie des Anglais, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de manifestations dans tous les domaines. C'est comme nous. Hein. Vous savez, la part d'industrie en France, c'est 6,8%. Donc, c'est rien, en fait. Et c'est pareil en Angleterre. Donc, il y a une désindustrialisation, il y a une privatisation des services publics. Les hôpitaux, vous savez qu'en Angleterre, aujourd'hui, vous avez un système qui s'appelle NICE, N-I-C-E, donc qui est un système, c'est NICE, ça veut dire joli, hein, qui est un système de rapport coût-efficacité dans les hôpitaux. Hein. Et donc, si on estime que vous avez 78 ans et que vous allez avoir besoin de tel truc, mais que ça va prolonger votre vie de tant d'années et que le ratio n'est pas bon, ben on ne vous soigne pas. Voilà, parce que vous êtes inutile à la société, vous êtes une bouche inutile et on vous laisse crever. Donc voilà, donc sortir de l'Union, enfin sortir de l'Union européenne pour rester dans un système ultralibéral malthusien, ben vous avez les mêmes conséquences. Donc évidemment que l'idéologie n'a pas changé en Angleterre et donc ils vont continuer à avoir les mêmes problèmes qu'en Europe. Ok. C'est noté. Merci beaucoup à vous deux. Nat, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Merci pour votre intervention, Monsieur Périmoni. J'aurais aimé avoir votre point de vue sur les caractéristiques de la politique chinoise en Afrique. Et si vous avez le temps, parce que je sais qu'on approche de la fin, est-ce que vous pourriez dresser un parallèle, un comparatif entre les approches françaises et chinoises quant au marché africain? Je vous remercie. Je vais commencer par une petite blague. Vous avez le secrétaire d'État américain de Obama qui se rend donc au Kenya, je crois.
Et donc, il arrive à l'aéroport, et l'aéroport a été fabriqué par les Chinois, vous voyez. Donc, bon, très bien, lui, il n'est pas au courant, hein, le gars. Donc, il arrive à l'aéroport fabriqué par les Chinois. Il prend l'autoroute, hein. Alors, c'est en Éthiopie, en effet. Donc, donc il prend le nouveau tramway qui a été créé entre l'aéroport et le centre-ville, qui a été fabriqué par les Chinois, et il va faire un discours à l'Assemblée nationale, un bâtiment tout neuf, magnifique, qui a été construit par les Chinois. Et donc, il arrive devant tous les députés du pays et il commence son discours en disant « Méfiez-vous des Chinois ». Donc ça, c'est un petit peu pour caricaturer ma réponse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'approche de la Chine donc est totalement différente en fait. Déjà, la Chine n'est pas un pays colonisateur, ils n'ont jamais colonisé personne. Voilà, c'est pas du tout leur philosophie. Ils ont même subi le colonialisme hein, de l'Empire britannique avec les guerres d'opium, donc ils savent très bien ce que c'est. Donc ils n'ont pas du tout cette logique colonialiste. Philosophiquement, j'entends culturellement. Donc ils en approchent si vous voulez, d'échanges commerciaux, hein, basiques, on va dire, pragmatiques. Voilà, vous avez du pétrole, vous avez des matières premières. Nous, on sait faire des trains, on sait faire des stades, on sait faire des routes, on peut vous aider. Donc voilà, donc il y a cet échange-là qui est extrêmement bénéfique hein, dans le cadre du grand barrage de la Renaissance. J'en ai parlé, hein, les Chinois ont joué un grand rôle et ça va sauver des millions de vies. Hein. Faut quand même, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça représente, ce barrage qui donne l'électricité à tout le monde, la chaîne du froid, etc. etc. C'est une vraie renaissance. C'est pour ça qu'il s'appelle le barrage de la Renaissance. Donc, il y a cette approche qui est différente, qui est commerciale. Hein, certes, c'est pas des humanistes. Enfin, je veux dire dans le sens, ils font pas les choses gratuitement. Mais en tout cas, ils fabriquent des choses. Et c'est pour ça que l'exemple, moi, j'ai souvent cité l'exemple du train entre Nairobi et Mombasa, du train entre Nairobi et Mombasa. Ou du train entre Addis Abeba et Djibouti, parce que c'est vraiment des choses qui changent un pays. C'est des choses qui créent des dizaines de milliers d'emplois, qui favorisent les échanges commerciaux, qui augmentent le PIB, qui transforment la population, qui forment les gens sur place. Donc la Chine, de ce point de vue-là, a une approche différente. Alors on peut être d'accord ou pas avec le régime chinois. Moi, je ne suis pas communiste, je ne suis pas pour un régime, un parti unique, je suis républicain, je suis gaulliste. Mais voilà, mais dans l'approche, en tout cas directe avec l'Afrique, c'est devenu d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, c'est devenu le premier partenaire commercial de la plupart des pays d'Afrique, quasiment tous, le premier partenaire en termes de développement des infrastructures, etc. Donc il y a un vrai échange gagnant-gagnant, comme ils disent, qui est extrêmement intéressant. Et je pense que si la France faisait ça en défendant nos intérêts, en ce qu'on gagne de l'argent, on aurait une approche différente. Et ce serait très, très intéressant de participer. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple du barrage éthiopien, parce que là, vous avez une coopération française, italienne et chinoise. Donc là, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour nous, pour la France, pour l'Afrique, pour la Chine. Donc ce barrage est très intéressant et pour moi, c'est un modèle. Je vois que quelqu'un l'a mis dans le chat. Hein, je vous invite à lire l'article. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est intéressant. Donc voilà, il y a une approche différente et plus apaisée et moins arrogante que... voilà, ce qu'on a pu voir avec Sarkozy, qui était le comble de l'arrogance, quand même, qui était totalement colonialiste, même. Hein, si vous lisez son discours, on dirait un discours de Gobineau, si vous voulez, à la fin du 19e siècle. Mais là, on a quelque chose de différent. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on ait une approche qui soit plus pragmatique avec l'Afrique et qui se rapproche de celle des Chinois. Et les forums de coopération sino-africains, j'ai eu la chance de beaucoup les couvrir. Et on voit que justement, il y a un respect mutuel de par les développements concrets qui sont amenés sur place. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez intéressant pour l'avenir, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Sébastien. Alors après, juste pour le colonialisme chinois, dans les 30 dernières années peut-être, après, n'oublions pas quand même que ce soit la Mandchourie, la Mongolie ou le Tibet, qui ont peut-être une vision différente du colonialisme et de l'impérialisme chinois. Sans rentrer dans le sujet et pour être un peu taquin. Merci beaucoup. Mais il faut être taquin. Lily Moser et donc Nat, je vous laisse redescendre et c'est Loïc, à toi, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien, ravi de te retrouver entre guillemets après avoir eu la joie de te rencontrer il y a déjà un bon moment, c'était un peu plus de 10 ans. C'est ce que je me disais, on se connaît, oui.
Oui. Alors là, simplement deux questions. L'une, par rapport à la situation donc africaine actuelle, donc ça va être une question très globale. À quel degré y a-t-il vraiment des mouvements populaires qu'on pourrait presque qualifier d'altermondialistes en Afrique, sont pleinement prêts à se soulever, alors pas seulement contre la France-Afrique ou autre, mais contre donc justement cette vision néolibérale donc imposée depuis tant et tant d'années et dont ils subissent le joug insupportable, comme tu as très bien souligné. À quel degré y a-t-il une contestation populaire et à quel degré ça s'exprime selon les différentes contrées de l'Afrique? Ça, c'est la première. Alors, c'est peut-être un peu trop vaste comme question, mais disons que je tenais à être un peu éclairé là-dessus. Et après, le deuxième point, c'est au niveau des sites d'information relatifs à l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a comme source pleinement fiable, selon toi, en la matière? Parce que j'avoue que nous aussi, on a aussi un défaut ici-bas dans notre hexagone, c'est quelque part, on peut pêcher toujours des informations ici ou là, mais après ensuite, donc, avoir d'autres sources d'informations pour pouvoir les recouper, c'est toujours des choses qui nous manquent, surtout quand ça se passe à l'étranger. On a toujours ce défaut-là. Donc, si tu pouvais donc justement nous éclairer là-dessus, ce serait formidable, s'il te Merci, plaît. Loïc. Ouais, sinon, j'en profite. Merci. Bon courage à toi. Je me permets par contre d'être un tout petit peu taquin. Si je me trompe pas, Modibo Keïta, par contre, a été renversé donc par les services de Jacques Foccart. Jacques Foccart, qui était quand même un conseiller de De Gaulle. Y aurait-il pas une contradiction donc là entre le gaullisme et puis ceci? Allez, Merci Loïc à bientôt. pour ta question. Oui, merci Loïc. Alors, première question, je dirais que c'est un peu, disons, le moment révolutionnaire est un peu passé. Quand j'étais au Mali en 2021, il y avait vraiment toute la jeunesse dans la rue, qu'on avait plus cassé. Il y avait eu une première tentative de révolution qui avait échoué dans le sens où, à l'époque, Macron avait réussi à imposer Mbandao à l'époque via la CEDEAO. Parce que, contrairement à ce que disait notre intervenant précédent, la CEDEAO, même si c'est les Africains qui la contrôlent, c'est les Africains qui sont sous tutelle de la France, c'est les amis de la France-Afrique. Et donc, à l'époque, ils avaient réussi à imposer un gouvernement, disons, civil, avec M. Mbandao, mais qui a fait la politique France-africaine, donc il s'est fait virer très rapidement après. Donc voilà, donc là, il y a eu une contestation. Ensuite, on sait qu'il y a le Mali, il y a le Niger, il y a eu une sorte de contamination de dynamique. Et le PASTEF, on se rappelle les émeutes au Sénégal, les émeutes, les manifestations extrêmement virulentes au Sénégal, qui étaient extrêmement intéressantes. Voilà, France dégage, on brûlait les Auchan, etc. On avait les discours de Guy Marius Sagna qui dénonçait la France-Afrique vraiment en détail, etc. Donc il y avait une période vraiment très intéressante, très révolutionnaire. Et en fait, l'AES a émergé de ça et aujourd'hui, on se retrouve avec des gouvernements qui sont dans une dynamique nouvelle. Comme je le disais, ils sont dans une dynamique de développement, à part au Mali où je suis un peu déçu, enfin entre guillemets déçu, circonspect, on va dire, par rapport à la gestion des choses. Mais enfin, en tout cas, pour le Burkina ou le Niger, d'ailleurs, le Niger vient de tuer la tête de Boko Haram, quand même, il faut le savoir. Donc là, en termes de lutte contre le terrorisme, le Niger est en train de faire des choses extrêmement extraordinaires. Donc voilà, donc il y a eu un moment révolutionnaire, un peu comme il y a eu un moment gilet jaune en France. C'est un peu retombé, on va dire. Et malheureusement, comme pour les gilets jaunes, c'est un peu retombé. C'est-à-dire que le Cameroun, le Gabon, le Congo, tous ces pays-là sont dirigés par des dictateurs qui, comme je l'ai dit, sont là depuis 40 ans. Pour certains, Paul Biya a 92 ans, ça fait 40 ans qu'il est là. Donc là, il n'y a pas vraiment de... Alors j'ai des amis qui sont candidats là-bas contre lui et qui essaient de mobiliser les foules, mais c'est compliqué parce que c'est vraiment... voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, donc il y a un petit peu un... Enfin, moi, de toute façon, je pense que la dynamique de l'histoire, elle va vers le mieux. Donc, même si les gilets jaunes se sont un peu éteints, même si les révolutions en Afrique se sont un peu éteintes, même si le PASTEF au Sénégal est un peu reculé, même si Idriss Déby, le fils Mahamat Déby au Tchad a viré les Français, mais bon, collabore sur certains points et
Bon, voilà, il y a différents cas, mais en tout cas, la dynamique va vers le progrès et l'émancipation. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer, en fait. Nous, en tant que Français, on doit se concentrer sur ce qui va dans le sens de l'émancipation des peuples pour qu'ils puissent se nourrir, se loger, s'éduquer. C'est ça la base de l'humanisme, hein. Donc ça, c'est la première chose. Donc après, il y avait la deuxième question, j'ai oublié, du coup, c'était sur... attendez que je me rappelle. Est-ce qu'il peut me rappeler il y avait deux sujets. Tu peux rappeler, J'ai pas noté le deuxième point. C'était s'il y avait donc justement des sites d'information, Oui, des tout éléments à fait, c'est ça. d'information justement fiables par rapport à l'Afrique. Oui. Quelle que soit la région de l'Afrique, hein, si on pouvait couvrir le maximum de territoire du continent, on prend. Hein. Oui, alors tout à fait. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser, je voulais le dire, c'est que là où MySpace, Facebook, tout ça était à la base des outils de contrôle des populations, ils se sont avérés en fait extrêmement utiles pour les révolutions, et les Gilets jaunes ont utilisé beaucoup Facebook. Donc voilà, mais en tout cas, il y a, avec la digitalisation du monde, hein, et l'information accessible à tous, il y a eu énormément de chaînes panafricaines qui se sont développées, en particulier Afrique Média. Afrique Média qui a joué un rôle très important là, qui existe toujours, mais ils ont supprimé leur chaîne YouTube, ils ont beaucoup de problèmes, hein, mais ils existent toujours sur Facebook et sur Internet. Donc Afrique Média a été une chaîne qui a joué un rôle extrêmement important sur l'ensemble du continent pour éduquer les gens, justement, avoir des débats comme on a les a ce soir. Qu'est-ce que le franc CFA? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était Modibo Keïta? Pourquoi? Comment? Regarder un peu dans les détails l'histoire de l'Afrique. Et donc, il y a eu des chaînes comme Afrique Média qui ont permis ça. Puis après, il y a aussi des personnalités. Des personnalités comme, je pense que tout le monde connaît ici, Nathalie Yamb, puisque M. Branco est son avocat. Donc Nathalie Yamb, qui également a une chaîne YouTube. D'ailleurs, elle vient d'être interdite, c'est quand même extraordinaire, elle vient d'être interdite de territoire sur l'ensemble des 27 pays de la zone de l'Union européenne. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu, hein. Donc on est quand même là dans un combat qui est extrêmement intéressant. Et donc, elle a une chaîne YouTube également qu'on peut suivre. Elle fait des vidéos extrêmement pédagogiques sur l'histoire, justement, sur l'histoire de la France-Afrique, sur l'histoire de l'Afrique en général. Donc, il y a des médias comme ça aujourd'hui nouveaux, des médias alternatifs. Et je pense d'ailleurs, moi, personnellement, que les médias, ce qu'on appelle médias alternatifs, en fait, vont devenir les médias mainstream de demain parce que l'ancien système, l'ancien monde est en train de disparaître. Je pense que Bayrou, ce sera... un des éléments de sa disparition sera un des éléments encore symboliques de ce monde qui s'effondre. Et donc voilà, donc il y a quand même des moyens. Il y a mon site, sebastienperimoni.com, il y a beaucoup d'articles sur justement les discussions. Là, j'étais à Moscou récemment, il y avait une grande conférence internationale, il y avait tous les pays d'Afrique qui étaient présents. Bon, je veux dire, jamais en Europe, on va réunir tous les pays d'Afrique pour discuter de partenariat, de coopération et de développement. Voilà, c'est le cas à Moscou ou en Chine. Voilà, donc pour répondre rapidement, parce que je crois que le temps passe. Voilà. Oui, effectivement. Alors, Sébastien, je suis désolé. Juste deux petites questions, si vous avez encore 1 minute à me consacrer, très très rapidement. Une question, c'était, puisque vous avez évoqué Kadhafi, c'était sur la question de son satellite qui s'apprêtait à envoyer. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce que vous confirmez, démentez? Et d'autre part, une question avec un avenir de raréfaction des ressources à replacer dans un cadre d'évolution climatique et du coup des tensions internationales sur l'accaparement de ces ressources. Comment entrevoir un avenir positif? Sur Kadhafi, en effet, hein, d'ailleurs, il faut savoir que là où on construit le plus de satellites en ce moment, c'est en Afrique. Donc moi, j'ai écrit un livre, hein, comme vous l'avez mentionné au début, qui s'appelle « L'Afrique avec les yeux du futur ». Et dans ce livre, j'ai un chapitre complet sur les programmes spatiaux du continent africain. Parce que beaucoup de gens disent, voilà, mais voilà, l'Afrique, des satellites, des fusées, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi ça sert et compagnie. Donc, en fait, il y a beaucoup de pays, hein. J'ai assisté au lancement d'un satellite en Angola. Il y a le Sénégal qui vient, enfin, un pays de la France-Afrique, parce que c'est un pays qui vient d'ouvrir son agence spatiale qui s'appelle le Sénégal, donc, et dont le président, Maham Kéré, hein, avec qui j'ai eu la chance de faire une conférence en Côte d'Ivoire. Maham Kéré donc, est président de l'agence spatiale sénégalaise et ils vont lancer leur premier satellite bientôt.
Donc voilà, il y a plein de pays qui ont déjà lancé leurs propres satellites. Je crois qu'il y en a une 17 ou 18 à ce jour hein, de pays africains qui ont leurs satellites. Et c'est très intéressant parce que ça peut évidemment aider pour le CADA, ça peut aider pour l'agriculture, ça peut aider contre le braconnage. Beaucoup, Kenya par exemple, vous savez qu'ils utilisent les satellites pour traquer les éléphants qui sont chassés, etc. Et donc, ils repèrent les mouvements de troupes. Voilà, ça peut servir à plein de choses, les satellites, en fait, et c'est passionnant. Je raconte ça dans mon livre. Et j'ai une vidéo, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle L'Afrique et le spatial, où je détaille tous ces projets qui sont actuellement dans le spatial en Afrique. Je vais essayer de le mettre dans le chat si j'arrive à le faire en même temps que je parle, mais c'est pas sûr. En tout cas, on pourra le faire après, en tout cas sur ma chaîne YouTube, hein, Sébastien Perimoni. Il y a une vidéo qui est sur le spatial et l'Afrique, qui est très intéressante parce qu'on n'imagine pas tout ce qui se passe sur le continent, en fait, et qui sont positifs. Donc et par rapport à la question des évolutions climatiques et par rapport aux ressources? Ah, attendez, ça a coupé. Donc oui, alors moi je ne crois pas personnellement, alors c'est un long débat, mais moi en tant qu'économiste, je me considère comme un économiste physique, hein. Je pense qu'à toutes les époques de l'humanité, il y a eu non pas raréfaction des ressources, mais une technologie qui épuisait les ressources. Et à un moment donné, si on utilise toujours la même technologie, ben oui, on épuise les ressources et on meurt. Mais que l'être humain est quand même doté d'une chose qui est quand même très importante, qui s'appelle la créativité et qui permet justement de passer du bois au charbon, du charbon au nucléaire et d'avoir des énergies de plus en plus denses en fait, qui permettent de faire beaucoup de choses parce qu'avec le charbon, évidemment, vous imaginez bien qu'on peut pas construire un avion, hein, on va pas aller à Ibiza pour passer l'été, hein, ou alors d'y aller à pied. Donc voilà, donc l'homme a toujours eu cette forme de créativité en fait qui permet de transcender la raréfaction des ressources. Et dans ce sens-là, moi, je suis optimiste. Je pense que le progrès, s'il est bien maîtrisé, quand je parle de progrès, je ne parle pas de la société de consommation qu'on a depuis 50 ou 60 ans, qui est n'importe quoi. Mais s'il est bien fait, il peut apporter beaucoup. Donc voilà, donc il y a évidemment l'avenir optimiste. Je parlais des projets, les projets dont j'ai parlé pour le continent africain sont tous des projets de développement durable qui permettront justement d'améliorer le niveau de vie des gens, de redévelopper des écosystèmes autour du lac Tchad qui ont disparu, parce qu'il y a aussi des écosystèmes qui disparaissent à cause du manque d'infrastructures. Et moi je vois le monde... Voilà, je vois le monde avec les yeux du futur et avec le progrès qui permet de résoudre les problèmes de pollution, de toutes ces choses qu'on a fait un peu à la va-vite et qui ont détruit beaucoup de choses. Regardez la malbouffe, regardez la médecine aujourd'hui, on nous gave de n'importe quoi. Enfin, tout ça est purement commercial, tout ça n'a plus rien à voir avec la science en fait, hein. Donc moi je reste optimiste parce que je pense que voilà, le progrès, s'il est bien contrôlé, s'il est réfléchi et si c'est des gens compétents qui sont là, ben on peut faire des choses positives non seulement pour la nature, mais aussi pour l'homme. Donc il faut garder cet espoir que l'homme est bon. Et c'est tout d'ailleurs l'objet du livre, hein, que je fais un peu de pub pour finir, hein, l'objet du livre que va publier Jacques Cheminade. Hein, il publiera un livre à la rentrée le 15 octobre. Justement avec toute cette vision optimisme de l'homme et du futur pour les jeunes générations. Merci beaucoup sur ces belles dernières paroles. Ça conclut effectivement notre thème qui était du coup quel avenir pour les relations franco-africaines. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir accordé tout ce temps. Désolé pour tout le chat, on a eu beaucoup de questions ce soir. Beaucoup de questions qu'on a essayé de poser en grande majorité, d'autres qu'on n'a pas eu le temps ou qui étaient un peu en dehors d'un sujet qui est très vaste et qu'on a dû nécessairement restreindre. Mais voilà, tout ce qui était dans le sujet des relations franco-africaines, on a essayé de le traiter. Désolé si vos questions n'ont pas été posées. On poursuit cet échange, bien évidemment, que ce soit dans le chat ou si vous posez des questions sur la chaîne directement de notre invité qui a exprimé aujourd'hui ce soir, comme à chaque fois, ses convictions et ses opinions personnelles et on le remercie pour ça. En rappelant que Monsieur Perimoni est sur le serveur, donc vous pouvez toujours lui envoyer des messages en privé. Et voilà, on vous a mis dans le chat ses réseaux.
notamment son site internet. Voilà, j'ai mis mon mail et mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent continuer la discussion. Il n'y a aucun souci. Voilà, il faut discuter. Merci beaucoup pour votre intervention lors de notre Agora, qui nous a permis de nous confronter aux réalités qui façonnent le destin entre l'Afrique et le nôtre, de la misère structurelle aux mécanismes de corruption, en passant par les grands projets, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. Vous nous avez aussi permis de comprendre que ces luttes ne concernent pas seulement ceux qui vivent sur place, mais elles nous concernent toutes, car en réalité, les oligarchies et les corruptions, que ce soit en France ou en Afrique ou partout dans le monde, nous montrent qu'il n'y a pas forcément de frontières. Donc merci pour votre intervention. On a hâte de vous retrouver parce que le sujet de la France-Afrique, c'est un sujet assez vaste. On n'a pas abordé, par exemple, le sujet du terrorisme qui aurait pu être beaucoup plus approfondi avec le sujet de la Libye qui est devenu un marché d'armes à ciel ouvert après la chute de Kadhafi, et même faire tout le lien entre la bande de Sahel et le terrorisme partout en Afrique. Ça pourrait être un autre sujet très intéressant. Si jamais vous êtes intéressé, on pourrait le faire. Il y a tout un dossier qui vient d'être publié là-dessus, qui est absolument passionnant, que je suis en train de lire, qui est très, très détaillé et qui fait peur même. Ouais. Il y a beaucoup à lire, en effet. Ou venir faire le bilan des 1 an au pouvoir de M. Bassirou Diomaye Faye, ça pourrait être intéressant. Ah, ça, je vous laisse le faire. Hein. Non, ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup, Monsieur Périmoni. On a hâte de vous retrouver. Bon, merci à vous et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour les questions. Merci. J'espère que qu'on pourra. N'hésitez pas. Hein, j'ai un site, j'ai un mail, j'ai un WhatsApp. Si vous voulez, on en rediscute. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Merci à Rémus d'avoir modéré et organisé. Voilà, c'était parfait. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est toute l'équipe de l'Alvéole Conférence et que j'en suis la voix, mais le travail est en amont. On est toujours en recherche de candidatures. Donc, si ça vous intéresse de participer à ces conférences à nos côtés, n'hésitez pas à postuler. Merci à tous. Très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.